C'est un peu la transgression socialement assistée et médiatiquement valorisée Bien sûr. et institutionnalisée. Et le paradoxe, c'est que ce peuple adolescent qui continue heu, ne le voit pas. C'est-à-dire, il se considère comme subversif, alors que pour moi, c'est des conformismes. Si vous voulez, c'est un gauchisme Oui, abattardi dans une société. l'anticonformisme est devenu un conformisme. Oui, le conformisme de l'anticonformisme, c'est clair et net. Alors qu'il avait les traits d'une contre-culture portée par la révolte d'un peuple adolescent, le gauchisme a fini par former un nouvel ère du temps. De minoritaire, voire marginal, cette contre-culture s'est répandue dans la société, a pénétré les partis de gauche et les institutions, devenant culturellement dominante dans le secteur de l'éducation, de la culture, du journalisme devenu militant et même du showbiz s'érigeant en nouveau donneur de leçons. L'anticonformisme d'antan est devenu un nouveau conformisme, drapé sous les habits de l'ancien, la transgression et les risques en moins. Que peut encore signifier la révolte contre les tabous, l'autoritarisme, le moralisme d'une autre époque dans une société nouvelle devenue permissive? Jean-Pierre Le Goff, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié Mes années folles, révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68 chez Robert Laffont. Pourquoi avez-vous écrit cela? Bien, je dirais que c'est une vieille histoire, dans la mesure où mon premier livre sur mai 68 date de 1998. Et c'était au moment du 30e anniversaire, C'est mai 68, l'héritage impossible. l'héritage impossible. Donc c'est un sillon, si j'ose dire, que je n'ai pas arrêté de creuser sous différents angles. À l'époque, en 1998, donc c'était la célébration du 30e anniversaire, oui c'est ça. Et avec une histoire, un récit qui s'est mis en place sous la gauche d'ailleurs, qui était un récit dominant de l'histoire de cette génération. Pour le dire en quelques mots, un livre de Hamon et Rothman qui s'appelait Génération décrivait un parcours de gens qui étaient politisés avant mai, qui venaient généralement du communisme, hein, les jeunesses communistes qui avaient rompu avec les jeunesses communistes, et qui, quand on regardait jusqu'en 1981 la victoire de la gauche, s'étaient débarrassés de leurs anciens oripeaux marxistes pour devenir de gentils modernisateurs, si vous voulez, hein. Et donc ils s'intégraient, comme les éléments, les acteurs centraux d'une modernisation sociale et culturelle de la société française sous le mitterrandisme triomphant. Et dans la citation que vous avez citée, pour moi, un des éléments très importants, c'est le moment de l'institutionnalisation par la gauche de ce gauchiste, alors qu'antérieurement, il formait une contre-culture avec sa dynamique transgressive propre. Et effectivement, avec une part que moi que j'ai appelée nihiliste, on peut revenir dessus. Ce qui ne me satisfaisait pas du tout dans cette lecture dominante, la belle histoire de mai 68 racontée aux enfants par les vainqueurs. Évidemment, ils n'avaient pas la Légion d'honneur, c'était le sacre par les médias. Ils étaient dans les médias par contre. On pouvait leur donner la Légion d'honneur, c'était quand même un peu délicat. Donc il y a une autre manière de reconnaissance générale de quelques vedettes, si vous voulez, hein. Ce qui me plaisait pas du tout, c'est que moi, ayant vécu l'événement, qui était généralement plus jeune que cette génération qui avait été politisée, c'est que ce que j'avais vécu ne correspondait pas totalement à ça. C'est-à-dire, il y avait, à mon avis, quelque chose qui était très difficile à expliquer, c'est la rage, on appelait les étudiants contestataires les enragés, qui revenaient d'ailleurs, qu'on pouvait remonter avec un coup d'œil à la Révolution française, si j'ose dire. Et donc, comment essayer de cerner cette part qui sortait du cadre de cette belle rationalisation après coup? C'était ça pour moi la question. En même temps, il se trouvait que si je reviens au départ en 1998, j'étudiais beaucoup les formes de management, j'étudiais beaucoup la pédagogie moderne à l'école, et cetera, et j'avais été surpris par une chose, je retrouvais paradoxalement, un certain nombre de thèmes 68 arts qui, à l'époque,
pouvaient être considérés effectivement comme subversifs par rapport aux normes existantes, et je les retrouvais comme nouvelles normes. Dans quoi? Dans le management. Dans le management, C'est et drôle. notamment avec un thème qui était absolument incroyable, qui s'appelle l'autonomie. Soyez autonome et Bien sûr. responsable, qui désarmait d'ailleurs les salariés. Moi, j'avais fait beaucoup d'enquêtes à l'époque dans les entreprises. Quand on vous dit, c'est l'injonction paradoxale, soyez autonome et Soyez vous-même. soyez vous-même, etc. Ça commençait là. Donc, je retrouvais un certain nombre de thèmes à l'époque, c'était les chartes et projets d'entreprise, c'est-à-dire beaucoup de dirigeants d'entreprise heu, mettaient leurs valeurs sur papier glacé. On affichait les valeurs et parmi ces valeurs, il y avait l'autonomie. Bon, l'horizontalité par rapport à la verticalité, et le tout était dans des outils managériaux et pédagogiques, et dans ces outils managériaux et pédagogiques, l'évaluation des compétences, l'autonomie était devenue une compétence. C'est drôle. Et elle était devenue une compétence à évaluer, y compris très tôt à la maternelle. On évaluait l'autonomie. Et donc j'ai dit: «Il y a quelque chose», je me confrontais avec un reste 68 heures complètement banalisé et institutionnalisé. Donc c'est des choses qui m'ont comme on dit, interpellé, mais il fallait reprendre la question à la base. Quand on parle de mai 68, de quoi parle-t-on? Et quelle est la signification d'ensemble, à la fois de l'événement historique et du mouvement 68 art? Parce qu'il s'agit de resituer le moment mai-juin 68 dans un mouvement historique avec ce qui le précède et qui va aller, à mon avis, jusqu'aux années 90 à peu près. Vous avez parlé d'un intellectuel Hamon qui publiait un livre Génération. Entre-temps, il y a eu Benoît Hamon qui a fondé un parti qui s'appelle Génération. Sauf que Génération.s, donc en écriture inclusive, modernité oblige. Avant de parler de l'événement 68, parce que dans l'ouvrage Mes années folles, vous donnez aussi un récit vivant et pas une description simplement sociologique de la chose. Et dans l'ouvrage précédent, dont le nom m'échappe, vous donnez un récit pareil, interne, mais de l'avant 68 aussi. Oui, Est-ce que avant 68, on parle parfois d'un été de l'ennui où les étudiants s'ennuyaient et parfois certains disent qu'ils voyaient poindre le début ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti juste avant 68? ah oui, complètement. Faut pas dire ça de l'ensemble de la jeunesse, parce que c'était quand même les couches moyennes à l'époque, ce qu'on appelait les couches moyennes, qui allaient à l'université. Il y avait 500 000 étudiants. Là, on doit être à plus de 3 millions. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, il faut, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord voir les conditions qui ont rendu possible l'événement. Et les conditions qui ont rendu possible l'événement, pour moi, c'est une mutation fondamentale, un changement de type de société dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire dans l'après-Seconde Guerre mondiale, qui est le passage, pour la première fois, où la question du paupérisme, qui était une question qui hantait antérieurement depuis le XIXe siècle avec l'industrialisation, eh bien cette question, je ne dirais pas qu'elle est totalement résolue, mais quand même, la pauvreté ancienne est quand même battue en brèche par le développement d'une nouvelle société qu'on va appeler société de consommation et de loisirs, basée sur une dynamique économique et je dirais aussi technique et scientifique, qui est celle des Trente Glorieuses, c'est-à-dire la relance de l'optique du progrès après la Seconde Guerre mondiale. Et le passage, si vous voulez, c'est entre 50 et 60, c'est-à-dire après la reconstruction, parce qu'il a fallu du temps pour reconstruire, d'une certaine façon, on entre dans un nouveau type de société, un changement de mentalité, et le changement de mentalité va aller très vite, va aller très vite. Société de consommation, parce que, eh bien, on a accès pour la première fois historique à un certain nombre de biens de consommation, on ne va pas reprendre, maintenant ça devient un peu des clichés, mais c'était la réalité. La voiture, la télévision, la machine à laver, et c'était quelque chose d'un Bien sûr. progrès considérable. Moi, quand j'étais en Normandie à l'époque, dans le fin fond de la campagne, j'étais petit à l'époque, quand ma mère a eu la première machine à laver, je suis resté ébahi devant, si vous voulez. Vous voyez, ça paraît un peu bizarre. Et donc, il y a eu une sortie du paupérisme, qui évidemment concernait d'abord les classes moyennes, mais c'est attendu à la classe ouvrière. Après, d'ailleurs, parler. Alors, je dirais consommation, et j'insisterai aussi sur le loisir. C'est un changement de paradigme extrêmement important.
Et il y a un numéro d'Esprit, de la revue Esprit, je pense que c'est juin 1959, sur les loisirs, avec un sociologue qui étudie ces questions-là, qui s'appelait Geoffre Dumasier, où on constate, un peu avec le modèle américain, qu'il y a un changement de rapport au travail qui peut s'amorcer. Et notamment, c'est le début du tourisme de masse, à ce moment-là, et avec des phénomènes assez inédits, je pense à la création du Club Méditerranée, etc., où des gens Club vont Med. travailler pour le moment où les loisirs, comment dire, sont vus comme un moment total de liberté Mmh. et le travail comme un moment total de contrainte. Donc on accepte de travailler pour arriver à ce moment De loisirs. qui est central, qui est le loisir. Et ça, c'est un changement considérable. Pour continuer sur cette lignée, la revue Esprit que j'ai beaucoup étudiée, qui est quand même un peu l'ancêtre de la deuxième gauche, on va dire, hein, pour faire très schématique, avait sorti en 1900, juste après la guerre, un grand débat à l'intérieur de la revue, la civilisation du travail. Et là, on expliquait, c'était la reconstruction avec une vision de la classe ouvrière liée au Parti communiste, au marxisme, tout formait un tout. Et puis, en 1959, on sort un numéro spécial, la civilisation des loisirs. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est un bouleversement considérable, à la fois des conditions matérielles, sociales, et en même temps, je dirais, des mentalités. C'est dans ce moment de bouleversement considérable de la société française. C'est un, c'est un changement historique. Moi, par exemple, beaucoup de questions vont se poser dans cette période-là qu'on va retrouver en mai 68, qui sont d'ailleurs présentes, y compris chez beaucoup de chrétiens de gauche, hein. Je pense à la jeunesse ouvrière chrétienne, à la jeunesse étudiante chrétienne, qui vont être des acteurs très importants de la modernisation. Mmh. Tout ça dans la foulée de Vatican II. On parle des gauchismes, mais il n'y a pas que les gauchismes Oui, qui ont changé la société, qui ont contribué à changer la bien sûr. société. Donc c'est cette condition-là. Alors ça, c'est l'élément central de base. Il faut comprendre l'adolescence, le moment adolescent qui s'articule à ce contexte socio-historique. Quand vous êtes adolescent, vous êtes révolté. Si vous ne révoltez pas Oui, à 18 ou 16 ou 20 ans, bon, bien sûr, 40, 50, quoiqu'aujourd'hui, il faut s'attendre à tout. Mais enfin, c'est quand même ça. Donc vous êtes dans un moment d'interrogation, qui oui, est un passage entre l'enfance et l'âge adulte, comme la société est à cheval entre l'ancien modèle, par exemple, de la France qui reste prégnant, qui est lié à la campagne, au village, etc. Et en même temps, ces villages, les paysans, les couches traditionnelles, c'est la fin de la civilisation paysanne, si je oui, puis dire, dès les années 60. Donc, la société est entre deux mondes. C'est la France entre deux mondes. Entre l'ancien modèle qui est encore présent dans les têtes, aussi avec les guerres et les affrontements. oui. On est très proche de la sortie de la On n'en est guerre. pas sorti de l'histoire, hein, non. Voilà. On a aussi la guerre d'Algérie. Donc, toutes ces représentations sont là. Et en même temps, vous vivez dans une nouvelle société. Un exemple particulièrement frappant, à mon sens, c'est le discours de Malraux, quelques années avant 68, à propos de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. C'est extraordinaire, cette séquence où vous voyez Jean Moulin avec De Gaulle qui a revêtu son habit militaire, il fait froid, etc. Et Malraux, de sa voix, part sur qui est extraordinaire, une espèce d'épopée lyrique et tragique de ceux qui ont été torturés dans les caves de la Gestapo, et pire encore, de ceux qui ont parlé, etc. Et c'est le même moment, quand vous êtes jeune, il y a le yéyé Oui, qui vient des États-Unis et qui est un nouvel hédonisme. C'est cette rencontre entre ces deux choses-là. Et quand vous êtes jeune à l'époque, vous avez 16 ans, 17 ans avant 68, c'était mon cas, vous êtes sensible à cette contradiction. Parce que moi, par exemple, en Normandie, on baignait dans le récit de guerre, à table, dans oui, les oui, oui. réunions de En famille, les Normandie particulièrement, ouais. Américains, comment c'était le débarquement. Moi, j'étais nourri. En plus, on jouait dans des blocos Oui, à l'époque. On jouait à la petite guerre, comme on disait. On était à la fois là-dedans et en même temps arrivait Johnny Hallyday, les Chaussettes Noires, Françoise Hardy, et puis ensuite vont arriver les Stones, les Beatles, etc., oui. qui n'étaient plus du tout la logique ancienne. Mmh. Et mes parents ou les adultes de l'époque voyaient cette contradiction.
mais ont changé véritablement, on est passé, je dirais, ça je l'ai vu aussi dans ma famille, mais c'était beaucoup plus large, gagner sa vie à gagner de l'argent. C'est pour résumer un C'est ce peu qu'il cette disait, formule. perdre sa vie à la gagner. Oui, Ferrat, qui chante Aragon, je crois. oui, 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 Ouais. oui, c'est ça, et on était dans ce monde intermédiaire et vous êtes adolescent, vous ressentez particulièrement ces contradictions et ces contradictions vont coexister dans la société. 68, c'est le moment où ça explose. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Alors pour résumer les éléments que vous avez posés, de l'avant 68 et des éléments qui bouillonnent et qui font que ça donnera lieu à l'événement, il y a l'arrivée d'une civilisation des loisirs, Oui. la société de consommation. On n'en a pas parlé, mais également le fait que la génération du baby boom, qui, comme le préfixe l'indique, a été jeune un jour, contrairement à ce qu'on s'imagine aujourd'hui, en grande cohorte générationnelle, qui quand même était un bloc générationnel important qui allait monter dans les âges. Euh, Peut-être le début de la massification de l'enseignement supérieur. Vous avez dit 300 000. Bon, 300 000, Non, c'est pas rien. 500 000. 500 000. 500 000, ça fait quand même du monde. Oui, C'est du oui, monde qui se parle, c'est un absolument, bloc culturel à part entière. absolument. Donc maintenant qu'on a posé ces éléments de contexte de l'avant 68, quel a été pour vous le moment où vous vous êtes dit, ça y est, là je suis en train de vivre un événement historique? Quel était pour vous le début de mai 68 à vos yeux? Bah, c'est quand vous êtes emporté par un mouvement, c'est pas vous qui l'avez déclenché, vous n'en êtes pas maître. Mm. Je me suis retrouvé, je ne sais trop comment, dans les premières manifestations étudiantes, qui étaient des manifestations de solidarité par rapport à la répression. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait un milieu étudiant, et ce qui va devenir un mouvement étudiant. Mm. Ce qui favorisait d'ailleurs ce milieu étudiant, c'était les campus. Vous prenez Nanterre, qui était en dehors de tout, c'était une espèce de bulle malgré tout, où les étudiants vivaient entre eux. On avait reproduit un peu le modèle américain des campus ou le modèle anglais, sauf que vous étiez dans un univers anonyme, c'est-à-dire il n'y avait pas le même suivi. Par exemple, en Angleterre, où chaque étudiant avait un enseignant de référence qui suivait particulièrement ses travaux. Vous étiez dans un milieu où c'était le début de la massification. Vous vous retrouviez par exemple, je peux vous citer mon cas, avec un professeur de philosophie qui m'a beaucoup marqué, où il y avait un rapport personnel très fort. Euh, bon, et je discutais beaucoup. On était suivis, si vous voulez. Tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un amphi, pour faire très court, où ça commence à y avoir du monde. Il y a un enseignant, il faut qu'il corrige. Il y a ce que Nanterre appelait, le mouvement du 22 mars appelait l'usine à diplôme, avec une dimension Ouais. avec une dimension totalement impersonnelle, vous étiez perdu. Mais en même temps, c'était un milieu dans lequel la contestation commençait à, j'allais dire, passez-moi l'expression, à bouillir. C'est une espèce de milieu clos dans lequel Ça les chauffe. situationnistes, les anarchistes, les courants d'extrême gauche trouvaient un marché, d'une certaine façon, s'appuyant sur ce malaise de l'adolescence dans cette période-là, vous voyez, et va s'articuler. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, il faut comprendre ça avant de juger. On peut juger je suis Bien très sûr. critique sur les gauchistes, etc., dont j'ai fait partie, mais en même temps, il faut comprendre ces dimensions-là. Donc la fac, et en particulier la fac de lettres, c'était un milieu en soi. Et les premières contestations vont arriver juste avant mai 68 avec un sentiment de bohème qui existe encore dans le milieu étudiant, qui vient de loin. Alors bon, on peut partir du quartier latin, ça n'a plus rien à voir avec le quartier latin, magasin de vêtements, de la mode, etc. Oui, oui. C'était une bohème qui venait de 44-45 des existentialistes, ou des azous, hein, pour reprendre le truc, qui arrivaient dans les années 60. Et moi, je suis arrivé au quartier latin, je ne connaissais pas du tout, j'avais des amis étudiants qui m'ont promené dans le quartier latin, c'était une zone à part. Vous voyez, qui se voulait bohème et anticonformiste, et qui l'était d'une certaine façon. Oui. Donc c'est cette chose-là qu'il faut comprendre. C'est dans ce milieu-là que va partir la contestation. Maintenant, et c'est la même chose, je vous signale, ça a commencé aux États-Unis, Oui. à Berkeley, sur le campus, avec un mouvement qui demandait la liberté, free speech,
la liberté d'expression sur le campus. À l'époque, ils réclamaient la liberté d'expression. Oui, C'est liberté, intéressant. elle n'existait pas, Oui, oui, oui. c'était interdit. Ça faisait que le campus était un lieu, si vous voulez, où la politique ne rentrait pas. Mmh. Mais c'est parti de là et très vite, vous regardez, c'est un mouvement international. Dans la même période de temps, c'est-à-dire mi-60 jusqu'en disant 70, vous avez tous les pays développés, pour faire court, les pays démocratiques, bon, les États-Unis, l'Angleterre, ça a commencé avec la révolution, j'allais dire pop, Oui. avant, par rapport, et je dirais que ce mouvement contestataire, vous le retrouvez différent selon l'histoire propre de chaque pays, Oui. mais il a en même temps des traits communs. Oui. En France, nous avons une tradition révolutionnaire et les 68 arts avaient été élevés dans une certaine représentation de l'histoire, dans lequel la révolution de D'ailleurs, 89. il y a un des chants 68 arts que vous réécrivez qui commence par Ah, ça ira, ça ira. Oui. Donc on voit elle a une référence révolutionnaire. Oui, oui, c'était plus la révolution, le mouvement ouvrier, etc. Donc, nous, la France a pris le côté barricade. Mais quand vous regardez les barricades, vous mettez un char, vous balayez la barricade. Hein, Bien sûr. mais il y avait un côté mise en scène symbolique, remise en scène Des barricades, symbolique ouais. de l'histoire de France, 1848, même les sans-culottes. Hein, on rejoue aussi Oui. les sans-culottes. C'est pas simplement le marxisme-léninisme, le maoïsme et le trotskisme qui sont présents aussi. Mais on remet sur la scène historique sous une forme cathartique toute cette histoire de France passée qui ne fonctionne plus. Et c'est au moins un élément de 68 qui, de ce point de vue-là, n'est pas tout à fait en rupture avec ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que là, on rejoue une partie du passé quand même, qu'on estime glorieux, j'imagine. Je pense que 68 arts, vous voyez la Révolution Oui. comme chose de Mais c'est chouette. comme dirait Marx, l'histoire se répète sous forme de farce. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de mort. Si, il y a eu 5 morts. Oui. On dit il n'y a pas de mort, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que quand vous regardez par rapport aux autres mouvements antérieurs, bon, on va prendre par exemple la guerre d'Algérie, où là c'est un massacre, il y a des massacres, si vous voulez, à la rue d'Isly, où on tire, l'armée tire, bon. Et puis vous remontez plus loin, vous avez la libération, vous avez la guerre avec les nazis et contre la collaboration. Vous remontez plus loin, vous pouvez monter à 1870, la Commune de Paris, 1848. Donc on a toute une histoire. Sauf qu'on est entré dans une nouvelle étape historique, la société de consommation et de loisirs. Oui. Eh bien, la commune étudiante, qui est un aspect de l'événement, va remettre en scène ça. Vous voyez? Et c'est comme si, je dirais, au moins chez un certain nombre de militants, je dirais qu'il y a une dimension d'orphelin de l'épopée. Oui. De l'épopée. Vous avez envie que quelque chose se passe. Voilà, il n'y a plus rien. Oui, oui. C'est-à-dire, même De Gaulle disait, après la guerre d'Algérie, bon, est-ce qu'il y a encore beaucoup de grandes choses à faire? On va moderniser le pays. Et il y avait le fameux édito La France s'ennuie. Il y a des statistiques, le bonheur est pas à portée de main, la consommation. Mais pour des jeunes, quand vous êtes jeune et que vous avez été nourri de littérature, Le Rouge et le Noir et d'autres qui viennent du 19e siècle en même temps, hein, et de toute une littérature de la révolte, avec les surréalistes par exemple. Donc c'est une révolte de lettrés Oui. parmi les étudiants. Vous voyez? C'est d'ailleurs une des choses qui m'a frappé en lisant les pamphlets 68 arts écrits par des jeunes de l'époque. C'est extraordinairement bien écrit. Oui. Et leurs descendants, si je puis dire, n'ont pas le tiers de cette culture-là. Alors, peut-être que c'est justement à cause de la rupture dans la chaîne de transmission, mais il y a parfois des pamphlets gauchistes étudiants qui sont d'une plume extraordinairement acérée pour l'époque. Oui, oui, avec une dimension peut-être, je ne sais pas, qui manque aux nouvelles générations, Oui, oui. c'est qu'il y a de l'humour. Oui, c'est vrai que c'est Et une un vraie peu même de différence. l'ironie, alors que je trouve que parmi beaucoup de contestataires aujourd'hui, ils sont sinistres. Oui. Ils sont vraiment. Alors, parce qu'on est dans un autre contexte. Bien sûr, bien sûr. Parce Mais qu'il y a une on- dynamique. Et il n'y a pas de problème de l'emploi, par exemple. Non, non, vous bien voyez. sûr. Donc, l'avenir paraît. On peut se révolter, l'avenir est indéfini, mais tout semble possible, etc. C'est ça la mentalité. Ça, c'est un point qui me paraît intéressant, parce que j'aimerais creuser lors de cette conversation les points de convergence et de divergence entre le Oui. progressisme 68 arts et le progressisme d'aujourd'hui. Oui. Et peut-être que un point de divergence intéressant, c'est dans une sorte d'optimisme 68 arts qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, l'apocalypse verte, alors thème qui a commencé à infuser rapidement après 68, dans les années 70, l'apocalypse verte a mis dans le bac jaune, si je puis dire, l'injonction « rejoins-nous et demain sera meilleur », qui est devenue
rejoins-nous pour que demain ait une petite chance d'exister. Oui, C'est c'est quand ça, ouais. même beaucoup moins C'est- optimiste et un ouais. peu plus glauque. C'est la logique de survie. Exactement. Et Christopher Lasch parle de ça dans l'ouvrage Le Moi Minimal, où il insiste beaucoup sur, évidemment, la période où, pendant assez longtemps, l'Occident s'imaginait pouvoir être atomisé par des bombes nucléaires. Et donc chacun avait déjà une espèce de bunker mental en disant il faut que je puisse me retrancher, que je survive, etc. Est-ce que pour vous, c'est une distinction qui est pertinente, optimisme, pessimisme? Bah, il faut prendre l'ensemble des traits pour les mettre en comparaison avec ce mouvement gauchiste post-68 art, on va dire. Alors, il y a des traits communs, je dirais sociologiquement. Ce sont des étudiants pour la plupart, et je dirais des étudiants autour des facs de lettres, dans un milieu qui est quand même très replié sur lui-même, qui est un petit milieu, mais qui a beaucoup d'écho médiatique, mais qui reste un milieu clos, Ouais. qui reste un milieu clos. Et ça, vous l'avez en 68, dans le bouillonnement 68. Alors, je reviendrai tout à l'heure pour la tentative d'élargir le mouvement, mais vous aviez au départ, en mai 68, un milieu gauchiste qui avait ses propres mœurs, je disais, qui avait son propre milieu. Je le décris à propos de la maison de là, c'était quand même... Il y avait une mode aussi qui existait. Hein. Et ça, mais simplement, alors là, je reviendrai tout à l'heure sur la différence. Mais si on reste au point commun, sociologiquement, et les lieux de la contestation, ça c'est un point important. Je pense aussi qu'il y a des thèmes qui sont communs, qui sont déjà amorcés dans le gauchisme post-68 art. On peut prendre le féminisme. Oui. Là, je cite dans mon livre des cas où, par exemple, le problème de la critique du paternalisme Mm. ou la critique du modèle masculin, il est déjà en œuvre. Oui. Et par exemple, ce qui m'avait beaucoup frappé, par exemple, dans certains textes du MLF, le mouvement de libération des femmes à l'époque, qui est la version gauchiste, si vous voulez, d'un mouvement de libération plus fondamental. Mais dans cette version gauchiste, il y a des textes qui disent explicitement on peut se passer des hommes. Et si on fait des enfants, il ne faut pas que nos enfants subissent le patriarcat. Oui, oui. Faudra... Et l'homme est un élément. Or, à l'époque, il n'y a pas la PMA. Oui. Ce qui va se développer avec les techniques de procréation aujourd'hui, mais vous avez ce schéma La présent dans le volonté d'un gauchisme que vous séparatisme retrouvez. sexuel. Oui. Absolument. D'accord. Il est déjà présent, si vous voulez. Si vous prenez maintenant l'écologie, la vision catastrophique à partir des années 73-74, la candidature de René Dumont, l'utopie ou la mort. Mm. Vaste choix, hein. Je veux dire, le choix est vite fait. Mais l'utopie ou la mort, où vous avez déjà l'idée qu'il va falloir totalement changer les mentalités, changer de civilisation, et par la pression de l'opinion publique, arriver à faire prendre conscience de la catastrophe vers laquelle l'humanité est en train d'aller. C'est explicite. Oui. Si je prends d'autres dans l'éducation des enfants, Oui. alors là, on y est, si vous voulez, en plein, c'est-à-dire, c'est l'enfant, ce qui va donner l'enfant au centre, ce qui va donner l'élève au centre dans les L'enfant années roi 90. après. Oui, oui. Mais là, vous avez... Alors, il faut bien resituer dans le contexte éducatif de l'époque, là aussi, on peut le comprendre. Oui. Mais là, on va opérer le même retournement où l'enfant, la spontanéité de l'enfant, se tourner vers l'enfant. Il y a même des textes des années 70, décoloniser l'enfant. Comme dirait Hannah Arendt, l'enfant est pris comme sur la modalité des peuples opprimés. Oui. Donc il faut le libérer. D'ailleurs, Oui. il y a des textes de MLF, il faut se débarrasser du complexe d'Oedipe et compagnie pour faire de nos enfants des êtres complètement autonomes. Ça va aller très loin, hein, Oui. en 70, autonomie. Je cite un numéro à propos des handicapés, des choses comme ça. Ils ne sont pas autonomes. Non. Ils ne sont pas autonomes. Et ce qu'on veut, c'est des êtres autonomes, libres, spontanés, etc. C'est un sujet très particulier et très dur. Et avant de creuser Ouais. le sujet de l'enfance, qui me paraît très intéressant, qui a donné beaucoup de fruits par la suite, on va dire, est-ce qu'on ne pourrait pas dire à l'inverse, si on voulait démontrer que 68, dans le fond, n'était pas si optimiste que ça, il me semble qu'il y a deux éléments qui seraient en faveur de cette hypothèse. Le premier est plutôt à titre anecdotique dans votre ouvrage, vous racontez quand même que vous avez deux de vos amis dans votre bande de potes qui se sont suicidés. Oui, oui, bien sûr. C'est pas le signe d'un optimisme à toute épreuve. Et ensuite, deuxième élément plus abstrait, plus général, lorsque l'on déclare, ça fait partie des slogans 68 arts qui ont été le plus mis en exergue,
jouir sans entrave, prendre Mmh. ses désirs pour des réalités, etc. Ça, c'est déjà la mort du report de gratification, en quelque sorte. C'est la jouissance maintenant, tout de suite, et donc l'avenir, d'une certaine façon, qui implique un report de gratification, Oui. disparaît. Tout se joue là, tout de suite, en quelque sorte. Est-ce que c'est pas déjà une sorte de mort de l'avenir et d'effondrement de l'avenir de par ces deux éléments? Je pense que c'est, dans l'époque et même encore peut-être aujourd'hui, c'est la recherche d'une intensification du temps, D'accord. si j'ose dire. C'est-à-dire, dans une société qui semble dépourvue de tout esprit d'aventure, qui est très sérieuse à l'époque, qui semble, hein, totalement absorbée par la consommation et le loisir, introduire une dimension transgressive et vivre cette transgression de façon intense, il y a l'idée dans cette jeunesse de vivre, sa vie, brûler la chandelle par les 2 bouts, si vous voulez. Vivre intensément et donc sortir du cadre de cette société qui paraît mortifère, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément, mais qui paraît aux adolescents que nous étions, qui paraissait mortifère. Et alors ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est effectivement vivre sans temps mort et jouir sans entrave, où je prends mes désirs pour des réalités, car je crois à la réalité de mes désirs, c'est typiquement la formule adolescente. Elle vient des situationnistes, mais les situationnistes, moi je les ai étudiés de très près, j'ai même été situationniste dans ma jeunesse, c'est une grande difficulté à accepter de se heurter au réel. Mm. Dans la lignée d'ailleurs des surréalistes, une surréalité qui poé où finalement les actes qu'on va faire vont changer les situations et leur donner une dimension, j'allais dire, entre guillemets, hein, «poétique». Mais surtout, vous le vivez comme tel. Il y a un moment, tiens, on ne s'ennuie plus, on vit intensément, on Ouais. existe. Ouais. C'est une façon d'exister, si vous voulez. Je pense que ça peut être une fuite existentielle, c'est autre chose. Mais il faut bien comprendre cette dimension existentielle qui est sous-jacente à beaucoup d'idéologies. Oui. Chez les 68 heures, parce qu'il y a l'idéologie maoïste, trotskiste, on pourrait y revenir, qui est absolument centrale. Mais il faut faire attention à ne pas avoir une vision intellectualiste. Oui. C'est-à-dire notamment par rapport à cette jeunesse qui est un acteur central, et il y a une dimension pour moi dans mai 68 existentielle. Une recherche de sensations fortes Oui, et de absolument. vivre un moment. De vivre un moment dans une société où il y en a plus. Mm. Et surtout que c'est une génération qui a été marqué par les récits de guerre, Bien sûr. qui a été marqué par les récits d'aventure et qui a été marqué par les récits, y compris coloniaux, enfin tout ça. En l'absence d'une grande histoire, ils ont voulu la faire, en quelque sorte. Eh bien, c'est retrouver, une aventure, je veux dire, une dimension d'aventure où la vie, vaut la peine d'être vécue d'une certaine façon, et en même temps, c'est une impasse totale. Il va y avoir une part de nihilisme. Oui. Mais je pense que ça part de là, si vous voulez. Cette Oui. dimension, elle est là. Vivre intensément. Vivre intensément et surtout avec la dimension adolescente est très présente. Parce que c'est d'une certaine façon refuser la limite. Oui. C'est d'une certaine façon refuser l'épreuve du réel et des possibles. C'est d'une certaine façon refuser la finitude. Et ce qui est une philosophie qui vieillit mal, dans tous les sens du terme, parce que là où Ah bah, les limites avec l'âge s'additionnent et absolument. Oui, mais vous avez encore moi j'appelle ça arrêt sur image. C'est-à-dire des gens qui sont arrêt sur image. Les 68 tard, bon, vous dites, mais c'est pas possible, ils n'ont pas compris ce qui s'est bien passé. sûr. Et donc, moi, je fais très critiquer par beaucoup de mes anciens amis est-ce qu'ils ont compris véritablement le mouvement qui s'est passé et comment, d'une certaine façon, c'était la politique de l'impossible, pour reprendre une formule. On cherchait un impossible et je pense que la dimension de la démesure adolescente, un fantasme de toute puissance adolescent qui, à mon avis, les situationnistes, on en fait la société du spectacle, mais ils ont incarné cette dimension de la toute-puissance de la jeunesse. Ce qui va se passer, c'est que cette génération 68 tarde, qui a participé de ce mouvement, va saturer cette image de la jeunesse toute-puissante, si bien que les générations qui vont suivre immédiatement vont se trouver totalement désemparées, n'auront d'autre choix, d'une certaine façon, que de copier nécessairement moins De bien, singer, oui, oui. singer la révolte des aînés. Ouais. Et c'est là où il y a une responsabilité des 68 arts. Elle n'est pas, à mon avis, essentiellement dans le domaine économico-social. Elle est dans le domaine de la rupture de la transmission qui s'est opérée. Ça, c'est intéressant. J'avais travaillé dans mon ouvrage sur le wokisme sur
la formule OK Boomer, moi qui m'intéressait, oui. qui est là, le symbole éclatant d'un refus de transmission intergénérationnelle. Et en travaillant sur vos écrits sur 68, notamment L'héritage impossible, je me suis rendu compte que la formule Papa pu et un certain nombre de façons de faire comprendre au père qui n'était plus le bienvenu donnait une sorte de jonction paradoxale entre deux mondes qui se détestent en quelque sorte. Ouais. Mais ils reproduisent le modèle sans en Exactement. avoir conscience. Dire que, pour le résumer, le ramasser en une formule, il n'y a rien de plus boomer que la formule OK Boomer, en quelque sorte. C'est le conformisme de l'anticonformisme. Ils ont hérité du refus de l'héritage. Voilà. Donc c'est des héritiers sans Impossible. héritage, sinon que la posture contestataire. Alors le contenu, parce qu'à l'époque, il faut bien voir que les 68 heures, c'est la génération du livre. On lisait beaucoup, la Ça a changé génération aussi. du livre de poche. Oui. Moi, la littérature était centrale, la philo était centrale, la philosophie, l'histoire. Alors, le paradoxe, si vous voulez, de cette génération, c'est que c'est une génération rebelle, mais c'est des héritiers rebelles. Des héritiers rebelles, mais des héritiers quand même, Oui. qu'ils le veuillent ou non. Et d'ailleurs, ça va se sentir dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans la plume, Bien sûr. même dans les tracts, dans l'humour, il y a toute une culture, si vous voulez. Et je dirais que c'est une génération paradoxale parce que vous avez à la fois la littérature, c'est la génération du cinéma, c'est pas la génération de la télé. Non. Alors elle va arriver après et puis aujourd'hui, c'est la génération des réseaux sociaux. Oui. Là, vous baignez dans un imaginaire qui a été façonné largement par la littérature, par les romans d'aventure, avec des grands auteurs, hein, et aussi par la philosophie et par l'histoire de France avec ses épopées. Ils ont bénéficié de tout ça, mais ils ne l'ont pas transmis. C'est aussi ils là les le ont même paradoxe. enfin, Ils l'ont activement sapé. Ils ont laissé des ruines. Oui. Je dis souvent d'ailleurs, je prends souvent une image par rapport aux nouvelles générations, c'est qu'ils errent dans un champ de ruines, si vous voulez. Et il y a une grande difficulté à reconstruire quelque chose. Et dans ces ruines, vous avez des pierres. Alors, il y en a qui sont rouges. C'est les restes, pour prendre une image, du marxisme, léninisme, des restes un peu abattardis, mais il y en a encore quelques-uns, la lutte de classe, etc. Vous avez les pierres vertes, c'est les écologiques, et puis vous avez, je ne sais pas, rose, et les LGTB, etc. Et donc, on prend une pierre comme ça, on en met une, et ça forme une colonne vertébrale patchwork. C'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire la cohérence du tout. À l'époque, on se sentait, c'est pas du tout pour dire c'était formidable, mais on se sentait porté par une dynamique historique. Et d'autre part, je dirais qu'au moins dans certains acteurs de ce mouvement, il y avait un principe de cohérence. Un peu fou d'ailleurs, un peu fou, entre les paroles et les actes, vous voyez. On va jusqu'au bout. Enfin bon, moi en plus j'avais été élevé dans le catholicisme. Ça joue beaucoup, hein, sur la recherche d'un absolu qui, vous êtes en rupture de banc. Il y a un règlement de compte, d'une certaine façon, qui se fait. Mais il y a cette recherche. On ne peut pas négliger ce que j'appelle ce fond existentiel. Et ce qui est un peu agaçant dans le milieu intellectuel ou universitaire, c'est qu'on ne se situe qu'au plan des idées. Comme si les 68 arts, enfin je parle des acteurs du premier moment, etc., étaient mus par uniquement un débat d'intellectuels entre eux. Alors il y a cette dimension-là. Sauf qu'il y avait une rage derrière, de déconstruction. Et en fait, la théorie, que ce soit Barthes, que ce soit Foucault, que ce soit Sartre, que ce soit Althusser, que ce soit Lacan, était instrumentalisée dans une logique de remise en cause de toutes les valeurs. C'est pour ça que je parle de nihilisme. Il y a une pointe de nihilisme. Ça ne veut pas dire que tout le mouvement est nihiliste, mais il y a une pointe de nihilisme. Et paradoxalement, dans le gauchisme culturel, c'est ça qui va triompher. Et c'est cette dimension qui est difficile à comprendre. Ce nihilisme va être, je dirais, presque institutionnalisé. C'est ça, c'est ça. Une autodestruction. Ça, c'est intéressant. Dans l'analyse du wokisme que j'ai voulu faire, j'ai essayé de faire ressortir cette notion de pure négation, qui est une variante de la même chose. Et c'est cette... il y a une filiation de la négation, en quelque sorte, qui est la même chose que la négation de la filiation, mais qui s'est en tout cas transmise. Et c'est pour ça que les héritiers sont impossibles. Ils sont constamment en train d'essayer de détruire, alors que donc détruire ceux d'avant qui eux-mêmes détruisaient déjà, et donc il y a une espèce de
de filiation Oui. déconstructrice très paradoxale. Alors avec la différence, puisque dans les différences, je pense qu'on est passé d'un nihilisme actif à un nihilisme d'affaissement. D'accord, C'est-à-dire pourquoi actif? Parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a des tabous, parce qu'il oui. y a des institutions qui vous font Il y a face, encore des parce choses à que déconstruire, la oui. transgression, vous prenez des risques, vous Mm. risquez d'aller en prison. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont été en prison. Quand je me suis engagé, les Mao, il y a eu une répression. D'une certaine façon, on nous a dit, attendez, vous arrêtez là, parce que sinon, et, les Mao ont un avantage, si vous voulez, c'est qu'ils se sont dissous. C'est le gros, s'il y a un acquis, si vous voulez, du maoïsme, c'est Ils ont ça. gardé la dissolution. Et ils se sont dissous non pas simplement dans un débat intellectuel, ils se sont dissous concrètement parce qu'ils ont vu, j'en parle dans mon livre, la répression. Il y a un moment de flirt avec la limite où vous franchissez le cap, ce qui s'est passé en Italie, en Allemagne, dans des pays très différents qui avaient connu le fascisme et le nazisme. En France, vous aviez la figure de De Gaulle, qui avait combattu l'extrême droite et qui avait combattu Pétain. C'était plus compliqué, vous Mm. voyez. Et avec aussi un parcours où vous aviez les humanités, qui était un élément très important, qui était quand même la rue d'Ulm, ou même quand vous étiez dans le secondaire, ou même les humanités, la littérature, une certaine vision de la France, ça comptait. Donc c'est différent des autres pays. Mais donc il y a eu ce flirt avec la limite, et on n'est pas passé, enfin il y a eu ensuite des morts, etc. Mais c'est d'autres générations, la génération action directe. Mais il y a eu, finalement, ça s'est arrêté. Mais ce gauchisme, j'allais dire néo-bolchevique, on va dire, aux maoïstes, il, s- il a perdu, il ne pouvait pas gagner. Il rejouait sous une forme totalement fantasmée la révolution de 17 ou la révolution culturelle. Enfin, je veux dire, dans une société de consommation, il faut le Compliqué. faire. Oui. Hein. Bon, et il a perdu. Qui a gagné? Par contre, c'est pas la fin de l'histoire. C'est le gauchisme culturel, l'autre versant du gauchisme, qui, à la différence du gauchisme révolutionnaire d'extrême gauche classique, ne cherche pas la prise du pouvoir politique par l'insurrection armée, par la violence. Il travaille la société en profondeur, et d'ailleurs c'est dit dans beaucoup de textes que je cite, par ce qu'on appellerait aujourd'hui la communication, par la pression d'une opinion publique transformée Mm. et par un changement des mentalités Par et les par médias. l'éducation des nouvelles générations. C'est dit explicitement. Et c'est ce gauchisme culturel qui va progressivement, après mai 68, l'emporter dans la seconde moitié des années 70, avec le féminisme et l'écologie en ligne de pointe, et qui, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir, va être tout d'un coup intégré à la gauche, qui va être l'avant-garde, c'est ça le paradoxe, qui va, d'une certaine façon, qui est déjà en crise. Le mitterrandiste, il parle encore du Oui, socialisme. bien sûr. Il parle du socialisme, mais c'est plus ça. La question sociale va être secondarisée par rapport à la question, va commencer à être secondarisée par rapport aux questions sociétales. Et le gauchisme culturel va servir de substitut à la crise de la doctrine de la gauche et à la crise du Ouais, socialisme et du notamment le marxisme. tournant de la rigueur de Mitterrand, Ouais. il va basculer plus Alors là, frontalement dans le gauchisme culturel pour là, vous changer d'arme. changez de politique économique, on change sans changer tout en changeant. Déjà, vous n'y comprenez rien, c'est le pouvoir informe. Mais je vais chercher, y compris, c'est la création des SOS Racisme, Oui, hein, et on va intégrer des thèmes de 68 et on va mettre l'accent sur ces thèmes-là. Alors évidemment, vous avez la figure emblématique de Jacques Lang, mais c'est beaucoup plus large. Mm. Beaucoup d'anciens militants vont se reconvertir dans le journalisme, si vous voulez, à ce moment-là, et vont bien faire sûr. du militantisme par le Il y a plein journalisme. d'anciens trotskistes dans Oui, alors les les médias de trotskismes, gauche, bien sûr. oui, les trotskistes, oui, qui d'ailleurs, les trotskistes ont un avantage, enfin un avantage entre guillemets par rapport à moi, ils pensent ils sont pas totalitaires puisqu'ils ont combattu Staline. Ils ne poseront jamais la question de Lénine, parce qu'il est temps de se rendre compte, mais enfin, dans ce courant-là, ça commence à Lénine, ce n'est pas simplement Staline, et Trotsky seraient, quand vous lisez les textes de Trotsky, c'est la terreur Oui, bien sûr. rouge, enfin je veux dire, c'était terriblement sanguinaire. Mais ça, aujourd'hui, une espèce de respectabilité Oui, c'est vrai, le Trotsky. du trotskisme, enfin, qui me paraît totalement fou, si C'est vous vrai. voulez, quand vous regardez ce qui s'est Il y a, passé. il y a un autre paradoxe 68 qui m'intéresse beaucoup, que vous touchez du doigt lors de l'héritage impossible, qui est que 68 est de façon assez évidente l'apogée du militantisme, dans la mesure où on a toutes les caméras de la nation Mhm. qui sont braquées sur parfois des micro-scissions au sein d'une amphi, enfin en tout cas
le sujet contestataire étudiant naît à ce moment-là et prend une ampleur très importante et décide pendant un temps de l'avenir et de l'humeur du pays. Néanmoins, notamment via le courant libertaire qui, hédoniste, vient défaire la discipline individuelle et donc collective, on n'a plus aucune discipline de parti au fur et à mesure dans les décennies qui suivent parce que il faut se lever tôt, il faut aller coller Oui, des tracts, il absolument. faut respecter une hiérarchie militante, Oui, oui, oui. et donc le militantisme est dissous par des éléments culturels nés Bah, par absolument. 68. C'est par le gauchisme culturel, le MLF est un élément très important, qui se comprend d'ailleurs par rapport au militantisme révolutionnaire en disant: «Ça suffit. Les sacrifices, on en a marre pour la classe ouvrière, et nous là-dedans, comment nous les femmes, nous sommes, c'est nous maintenant les nouveaux acteurs de l'histoire». Avec un renversement, il faut s'occuper de soi Mm. et avec un autre élément, les sentiments, commencent à dominer par rapport aux idéologies. Comme si on avait le choix entre des idéologies complètement totalitaires et j'allais dire les sentiments et l'expression de la subjectivité débridée. Le gauchisme culturel a été un vecteur très important de la décomposition du militantisme sacrificiel, Mm. d'une certaine façon, qui touchait le communisme, les marxistes, etc., mais qui allait bien au-delà, y compris dans le syndicalisme, y compris dans des gens qui se dévouaient d'une certaine façon à la chose publique. Il fallait de plus en plus, par le gauchisme culturel, et c'était explicite, partir de soi, Oui, réfléchir sur soi. Cette dimension-là, elle est devenue très importante, si vous voulez. Et la différence que je vois, je parlais tout à l'heure de nihilisme d'affaissement, c'est-à-dire c'est un peu la transgression socialement assistée et médiatiquement valorisée bien sûr. et institutionnalisée. Et le paradoxe, c'est que ce peuple adolescent qui continue euh, ne le voit pas. C'est-à-dire il se considère comme subversif, alors que pour moi, c'est des conformismes. Si vous voulez, c'est un gauchisme Oui, abattardi dans une société. l'anticonformisme est devenu un conformisme. Oui, le conformisme de l'anticonformisme, c'est clair et net. Et comment dire, mais on ne le voit pas, on a l'impression d'être un agent, etc. C'est normal quand on est jeune. Oui. Mais enfin, ce que vous disiez sur OK Boomer, le paradoxe, c'est qu'ils reproduisent certains modèles, ils sont des héritiers sans s'en rendre compte. Bien sûr. C'est ça le paradoxe. Bien sûr. Et sur ce paradoxe du militantisme qui trouve son apogée et son déclin dans 68, il y avait le psychologue canadien Jordan Peterson qui disait quelque chose d'assez amusant. Donc lui, il est très critiqué par cette même frange. Et il expliquait qu'il en avait marre de se faire chahuter avant de faire des conférences. Et donc sa recette intouchable, c'était de mettre ses cours à 8 h du matin, Ouais. où là, il était certain qu'il ne serait pas dérangé. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on voit que là aussi, si vraiment vous voulez être un militant intraitable et efficace, il y a une discipline de soi nécessaire, mais que votre propre militantisme vient expliquer comme étant une répression fasciste de vos sentiments. Etc. L'exemple aussi, c'est mai 68. Vous critiquez la société de consommation, le capitalisme, etc. Arrive le week-end de la Pentecôte, il n'y a plus personne. Exactement. Et je veux Oui. dire, là, ça va s'arrêter avec les grandes vacances en juillet, les Oui. étudiants. À chaque fois, c'est pareil. Ils ne sont pas prêts à C'est-à-dire, sacrifier leur l'appel à la loisir. révolution, vous le voyez encore, le grand mouvement d'ensemble, etc. Sauf qu'il y a le problème des congés, quoi. Ouais. Ce qui prouve que d'une certaine façon, les gens sont quand même attachés aux acquis d'une Oui. société moderne. Au même titre qu'il y a dans les étudiants des grèves au moment où c'est les examens. Oui, Non, il y mais a bon, toujours des coïncidences il comme y a ça. toujours cette dimension-là. Mais alors, je pense qu'au-delà de ces acteurs, quand vous regardez ce qui s'est passé quand même sur une trentaine d'années, pour faire court, il y a une transformation problématique du tissu anthropologique et éducatif. Quand je parle de tissu éducatif, je ne parle pas simplement de l'école, je parle de la famille, du terreau sur lequel les enfants sont éduqués, qui fait partie d'un air du temps, si vous voulez, hein. Mm. Et donc, ça a été totalement bouleversé. Je ne dis pas que c'est la seule cause de tous nos maux, mais ce qui s'est passé, à mon avis, c'est l'institutionnalisation de ce gauchisme. Et je pense que la gauche a joué un rôle d'avant-garde. Mais ça s'est répandu aussi à droite. Bien sûr. Ça a pénétré l'ensemble de la société et ça a donné à ce gauchisme culturel des moyens qu'il n'avait pas auparavant. Je dirais même des financements Mm. qu'il n'avait pas auparavant. Et avec une surreprésentation dans certains médias. Maintenant, c'est beaucoup plus contrebalancé. Et qui est devenu hégémonique dans un certain type de milieu. N'oublions pas qu'une partie de la société est en dehors de ça, hein. Mais là, il y a une surreprésentation de ce milieu, j'allais dire, de ces idées, de ces valeurs, une surreprésentation médiatique et une pénétration
de ce gauchisme culturel dans les institutions. Et donc ça s'est répandu et le résultat, peut-être, il me semble, que l'hégémonie du gauchisme culturel est aujourd'hui entamée depuis un certain temps. Simplement, il faut faire attention à l'effet média. C'est-à-dire que comme c'est présent et ça fait partie de l'air du temps, vous avez l'impression que c'est partout, que ça s'est répandu partout. C'est pas tout à fait exact. Il y a ce qu'on appelait à l'époque déjà, en mai 68, une majorité silencieuse. Et je pense que ce qui se passe aux États-Unis est intéressant à suivre, comme peut-être changement de paradigme. Ça ne veut pas dire que Trump c'est formidable, c'est pas ce que je dis. Mais on voit comment il y a un ras-le-bol. Oui, Et donc ce mouvement historique, si vous voulez, il peut encore continuer, mais je pense qu'on est peut-être en fin de course. Alors sur quoi ça va déboucher? ça on ne sait pas. Ça c'est autre chose. Mm. Mais je pense que ce mouvement est en train de s'épuiser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encore présent, hein. Bien sûr, Mais il faut faire attention à une chose. Je veux dire, on ne peut pas passer son temps à polémiquer contre ce gauchisme. Il faut, en positif, savoir ce à quoi on bien sûr, tient. une affirmation. Une affirmation. Sinon, on est réactif. On est dans une réaction au nihilisme qui est elle-même, c'est un non, mais qui n'est pas porté par un oui, pour reprendre Tout à fait. dans le sens de Nietzsche, si vous voulez. Oui, oui, oui. Et donc, ça, il faut faire attention à une polémique qui tourne en rond, si vous Mais voulez. c'était la conclusion de mon livre en disant on est face à une grande négation, on ne peut pas se proposer Voilà. d'une autre négation. Et donc, pour sortir de là, c'est quel type d'idée on peut avancer. Je Bien pense sûr. qu'on arrive à un point d'épuisement. Il y a une bataille entre, j'allais dire, le gauchisme culturel et, appelons-la, un courant critique. Mais il intéresse, qui veut, ce courant critique, tient à gagner la bataille culturelle. Mais il faut regarder aussi ce qu'il raconte. Je veux dire, ça ne Oui. suffit pas de critiquer les autres Bien sûr, pour dire c'est formidable. il faut affirmer. Il faut affirmer quelque chose et donc examiner les idées qui sont portées par le contre-courant. Et à mon avis, il y en a qui sont quand même très problématiques. D'accord. Sur l'institutionnalisation du gauchisme culturel, un exemple récent qui est à la fois national et international qui m'a paru intéressant, ça a été la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où là, il y avait des éléments de gauchisme culturel dans la cérémonie, il y avait des choses également beaucoup plus sobres et disons, nationales, des choses très belles. Mais ce qui m'a intéressé, c'est presque plus les critiques conservatrices de la cérémonie. C'est-à-dire que le reproche le plus commun, c'était de dire, dans le fond, vous n'avez pas été transgressif, vous en êtes pris aux catholiques, c'est comme mettre une claque à sa grand-mère, disait Marx, c'est trop facile. Et dans le fond, ça donnait presque le sentiment qu'il reprochait à la cérémonie de ne pas avoir été réellement transgressive. Est-ce que c'est pas paradoxalement une sorte d'acquis culturel de 68 qui fait que désormais, absolument. pour avoir raison, il faut avoir été réellement transgressif? Bah, c'est le problème de la culture. Si vous n'êtes pas transgressif, il faut être absolument novateur dans le sens de rupture. Oui. Si vous voulez, c'est ça. Mais alors la cérémonie d'ouverture, c'est tout à fait ça, à mon avis. Simplement, il fallait, sur ce fameux tableau de la Seine, par Oui, oui. exemple, qui est propre d'ailleurs, on sait, les catholiques et l'Église a protesté, à mon avis, à juste titre. Mais là aussi, il faut faire attention. Je pense qu'il faut les prendre au sérieux quand ils disent c'est du paganisme. C'est-à-dire, c'est Dionysos, de façon Oui. totalement paradoxale, baser le tout avec un tableau qui est celui de la Seine, mais qui, à la limite, c'est des transgressions banalisées, Oui. avec valorisation médiatique. Donc c'est à la fois, pour moi, c'est de l'affaissement, si vous voulez. Alors ça se veut provocateur. Pour être créatif, il faut être provocateur. Vous ne créez que dans la provocation, vous ne créez que dans la rupture. Voyez? Or, c'est pas vrai, je veux dire. Non. Vous recréez aussi en fonction d'une tradition. Bien sûr. J'allais dire, c'est les héritiers impossibles du dadaïsme, hein, si je reviens un peu. Et avec un nouvel aspect qui est la valorisation narcissique du créateur, Oui. où ce n'est pas tellement l'œuvre qui compte, si j'ose dire, mais c'est l'individu qui prétend la créer. Oui. Voyez, et vous créez l'événement. C'est très lié d'ailleurs à l'art contemporain, si vous voulez. Hein, où l'art contemporain, c'est pas simplement le travail de l'œuvre qui compte ou l'œuvre en elle-même, c'est l'événement que vous arrivez à créer à partir de votre propre subjectivité. Vous voyez?
Et il y a quelque chose de ça dans la cérémonie d'ouverture. En plus, c'est un patchwork complet. Je pense aussi c'est l'héritage de Jacques Lang, où tout est culture. Le dessin animé, la culture classique, la chanson, le rap, enfin tout, Tout est c'est mis au le même grand niveau, méli-mélo culturel, bien sûr. où il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur des œuvres, si j'ose dire, si je peux employer le mot œuvre. Tout est mis et rabattu sur le même plan. Et c'est ce grand mélange des genres. D'ailleurs, c'est un mélange des genres dans le domaine artistique, si j'ose dire, mais c'est un mélange des genres entre le sport, la culture, la contre-culture, qui a atteint quand même des sommets dans ce Oui, Jeux c'est-à-dire olympiques. qu'on voit parfois des maires MAIRE qui s'extasient devant un morceau de béton tagué en disant c'est une expression culturelle très forte d'une jeunesse désœuvrée. On voit ça très, on va faire rapper du Molière Non, non, non. à des jeunes de banlieue parce que c'est de la culture Et accessible. je pense qu'il y a un vrai problème, c'est celui des élites, sans vouloir Hmm. tout mettre sur le dos des Un élites. anti-élitisme des élites, disait Finkielkraut. Pardon? Un anti-élitisme des élites, disait Oui, Finkielkraut. oui, mais ces élites, elles ont quand même une part de responsabilité. Une des questions, par exemple, si je prends les années 80-90, la facilité avec laquelle le gauchisme culturel d'une certaine façon, les a fascinés. Ils ont suivi, si vous voulez. Et ça, c'est sur le plan culturel. Sur le plan économico-social, l'illusion, l'angélisme sur la libre concurrence mondialisée. Vous voyez, c'est très étonnant. Hmm. Alors on peut toujours dire c'est le néolibéralisme qui triomphe. En fait, je pense qu'il faut faire attention à l'emploi du mot néolibéralisme. C'est un mot qui peut signifier tout et qui, à force de signifier tout, ne signifie plus rien. Et c'est une explication un peu facile. Je pense que le vrai problème est la rencontre qui s'est opérée fin 70-80 entre un courant nouveau, qui n'est pas le libéralisme classique, y compris dans le champ économique, néolibéral, disons, avec le triomphe du gauchisme culturel et de la révolution culturelle 68 art. Le vrai problème, c'est pas seulement la dictature des marchés, c'est pourquoi les marchés sont devenus un modèle de l'ensemble, quasiment de l'ensemble des activités sociales. On parle du marché de l'amour, par exemple. Voilà, tout devient gestion, tout devient marché, si vous voulez. C'est la société du marché. Pourquoi ce modèle? Eh bien, ce modèle est arrivé sur le vide culturel et la déstructuration culturelle de la révolution culturelle post-68 C'est pour ça qu'il a pénétré. Donc, la vraie question, c'est pas on peut toujours dénoncer le néolibéralisme, mais quelles sont les ressources culturelles, politiques Qui pourrait qui font résister, défaut, bien sûr. qui faisaient défaut à ce moment-là. Donc moi, je renverse sa perspective, si vous voulez, par rapport, non pas que on peut parler de dictature des marchés, mais dictature, pourquoi? Oui, C'est c'est culturel, ben, bien c'est que sûr. ça rentre, si vous Oui, voulez, oui, un peu spontanément dans les mentalités sans s'en rendre compte, parce que nos anciennes ressources culturelles, avec une certaine vision d'histoire, avec une classe ouvrière, avec des luttes qui existaient, oui, bien elles ont sûr. été en morceaux. Avec l'idée que tout ne peut pas s'acheter, Voilà. que Il y avait quand il y a même. quelque chose de vulgaire dans l'argent, à la fois dans l'héritage, je dirais, ouvrier et catholique, Oui, qui oui, d'ailleurs est incompréhensible pour les pays protestants voisins. ouais. Il y avait des ressources dans ce monde-là. Et je trouve que d'ailleurs, c'est une des contradictions intéressantes entre les objectifs et les résultats du mouvement 68. C'est qu'il y a une grosse part de critique de la société de consommation dans les mouvements étudiants gauchistes, et que pour autant, c'est justement ces courants-là qui, de par l'éloge d'un hédonisme débridé, ont sapé les résistances possibles à la culture de la consommation qui est Absolument. arrivée ensuite. Oui, oui. C'est-à-dire que il y a un très beau livre qui s'appelle La révolte consommée, qui parle de ça. C'est-à-dire, on finit avec des t-shirts américains imprimés de Che Guevara. C'est un peu Ouais, la même tension. ouais. Et alors, c'est un problème du rapport, je pense. I- Là, je parlerai d'une bulle qui s'est formée au sein de ce mouvement gauchiste, mais qui est plus large. C'est-à-dire, on est encore dans un imaginaire, mais un imaginaire, je parlais des pierres tout à l'heure, un imaginaire en morceaux, Hmm. d'une certaine façon. C'est le monde morcelé. Castoriadis, d'ailleurs, en parlait, le monde morcelé. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à ces idéologies, si vous voulez, très totalitaires ou totalisantes.
on a affaire à des morceaux décomposés de ces idéologies qui traînent encore et dans lesquels les nouvelles générations contestataires sont amenées à puiser, dans une logique qui paraît largement incohérente. Vous voyez? C'est ça la nouvelle situation, j'allais dire, de la contestation, pour autant qu'on puisse l'appeler comme ça. Mais c'est un renversement complet. C'est à la fois des points de similitude et en même temps des points de différence. Vous voyez? C'est plus porté par cette dynamique historique qui existait en 68, la dynamique des Trente Glorieuses, la vision du progrès, vous voyez, qui existait, qui était relancée, une marche de l'histoire vers un monde nouveau qui semblait quand même prometteur. L'écologie va commencer à retourner ça. À retourner ça, c'est la catastrophe. Comment éviter la catastrophe? C'est un messianisme inversé, si vous voulez. C'est l'annonce de la fin du monde. Et ce qui permet de faire prendre conscience, de changer les mentalités à partir de ça. Et avec une écologie punitive qui va commencer à se mettre en place dès ce moment-là. Alors ensuite, elle va avoir plusieurs étapes, etc. Mais déjà, elle est là. Donc c'est cette nouvelle situation de décomposition. Le problème, je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus au-delà. C'est, si vous voulez, la norme de l'antinorme. Aucune société ne peut tenir sans élite, sans normes, sans interdit. Alors, à partir de là, il y a une culture qui la contredit. Notre héritage, il n'est pas composé que de, j'allais dire, de théories intellectuelles positives sur la société. Il est éminemment critique. Oui. Il comporte même une part de nihilisme. Oui. Dans le dadaïsme, par exemple, ça fait partie de notre culture. Le surréalisme fait partie de notre culture, qu'on le veuille ou non. Voyez? Et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière sur un monde qui serait à la fois l'ancien modèle chrétien de la société chrétienne ou l'ancien modèle républicain, où il y avait... Ça, je ne crois pas du tout. On ne fera pas machine arrière. Oui. Le vrai problème auquel on est confronté, c'est comment sortir de cette décomposition pour reconstruire. Pour moi, c'est une tâche de reconstruction dans tous les sens du terme. Et notamment, ce qui m'intéresse particulièrement, évidemment, c'est la reconstruction culturelle. Ce qui passe par un réexamen de l'héritage et une transmission d'héritage. Mais sur ce point, je me sens à la fois conservateur et moderne. Ça peut paraître très paradoxal, mais je m'explique. C'est parce que nous sommes dans une société moderne, et ça c'est Hannah Arendt l'a bien montré, qui n'est plus structurée par une tradition qui va de soi spontanément, qui se reproduit comme telle. Il y a une crise de l'autorité, pas au sens de domination autoritaire, au sens de l'autorité comme une hiérarchie d'une certaine façon qui permet la transmission. Il y a une crise de l'autorité liée à la modernité. Des choses ne vont plus de soi. Et je dirais, c'est pour ça que je n'emploie pas, par exemple, le mot progressiste. Pourquoi? Parce que je reste attaché à une certaine idée du progrès. Là, c'est toute une discussion philosophique qu'on pourrait avoir. Mais si vous voulez, critiquer le progrès en lui-même, pour moi, n'a pas grand sens. Le progrès est ambivalent, c'est ce qu'on en fait qui est en question. Mais je pense que c'est parce que nous sommes dans une situation de la modernité, des sociétés modernes, que d'une certaine façon, on est passé par les Lumières, comme recul réflexif et critique par rapport à ces appartenances premières, spontanées, de croyance, une capacité à s'en arracher qui me semble positif, mais cet arrachement au milieu dans lequel on baigne, avec ce conformisme qui peut aller dessus, qui est normal dans l'enfance, etc. Et à l'adolescence, c'est précisément le moment où on essaie de rompre, et pour redevenir adulte, pour redécouvrir ensuite l'héritage, si vous voulez. Mais cet héritage, dans la modernité, il ne nous est pas donné spontanément. Et je pense que Hannah Arendt est intéressant sur ce point, dans la mesure, c'est parce que nous sommes dans une situation historique de la modernité qui n'est plus structurée par une tradition qui va de soi, que nous pouvons regarder avec un œil neuf notre héritage et trouver dans notre héritage et redécouvrir notre héritage, non pas tel qu'il a été dans les siècles passés donné, ça c'est pas possible, mais trouver des potentialités qui nous permettent de reconstruire. Et ça, en ce sens-là, pour moi, si vous voulez, conservatisme et modernité ne sont pas contradictoires, bien au contraire. D'accord. Un élément sur lequel je voulais revenir, c'est quand vous avez parlé de la notion d'interdit. C'est peut-être là un des renversements les plus saisissants.
entre le 68ardisme et ce que nous connaissons aujourd'hui. Un des slogans 68 art, c'était « Il est interdit d'interdire ». Ce qui est une contradiction dans les termes. Je pose ça là parce qu'ensuite on entend des gens dire qu'il y a une trahison de l'héritage. Très bien, mais comment être cohérent avec quelque chose de contradictoire? Bon. Mais il n'en reste pas moins que c'était une dynamique de lever des interdictions morales et sociales, et qu'aujourd'hui, et Philippe Muret, dès les années 90, sentait la chose se renverser. Il écrivait en 91, je crois, la seule bonne question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas tout interdire absolument. Et aujourd'hui, le bilan carbone, les micro-agressions, les regards insistants, certains livres, tout doit être interdit. Comment expliquer ce renversement, si ce n'est, c'est mon hypothèse, qu'une position radicale, intenable, il est interdit d'interdire, a mené à l'autre qui est il est interdit de ne pas interdire, sans jamais passer par ce qui aurait pu être une ligne de crête plus nuancée entre les deux, qui est il n'est pas interdit de temps en temps d'interdire. Oui, oui. Non, mais là, je peux tout à fait vous suivre. Sur Muret, il parle des mutins de Panurge, Oui. si vous voulez. Il a très bien senti La dissidence ce- institutionnalisée. voilà, ouais, la dissidence, tout en se croyant anticonformiste, tout en se croyant rebelle. Ça devient Et une posture rebellocrate. adolescente paradoxale, y compris pour des gens assez âgés, quoi. Si vous n'êtes pas dans la posture de rebelle sur certains plateaux de télévision, y compris littéraires, ça passe pas, si vous Bien voulez. sûr. Hein. C'est mieux pour faire le buzz. Il faut toujours chercher la transgression. Ouais. Et on invite d'ailleurs sur beaucoup de plateaux de télévision des gens dont on sait c'est des bons clients, dans la mesure où on peut faire le buzz avec. Je ne citerai pas une écologiste en particulier, mais bon, qui va vous parler de son mari déconstruit ou des choses comme ça. Enfin là, mais c'est quand vous regardez, si vous voulez, sur l'évolution historique, c'est insignifiant, C'est stérile. c'est stérile, c'est insignifiant. Le problème, c'est pourquoi ce genre de phénomène tient une grande place. Et là, on touche au système médiatique et des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça forme une bulle. Et on polémique à l'intérieur de cette bulle. C'est une machine qui tourne en rond, si vous voulez, mais qui fait oublier les défis qu'on a. C'est-à-dire quand même l'islamisme, c'est pas rien. Non, bien sûr. La guerre en Europe, ce n'est pas rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Les reconfigurations géopolitiques. Et on est là en train de discuter avec des ados qui se scotchent sur un tableau, si vous voulez, bon, ou qui envoient de la purée, enfin des trucs qui sont des trucs d'ados révoltés. Bon, on se révolte très bien, mais ça prend le buzz. Ça, c'est plus les influenceurs. Ça, c'est un vrai défi. Je pense qu'il y a une bulle qui nous masque l'épreuve du réel, si vous voulez, et qu'il y a une machinerie. Alors ça, c'est un autre sujet que 68, qui, quoique beaucoup, la société du spectacle, certains l'avaient pressenti, qui ne nous permet pas d'affronter le réel et les défis. Parce que c'est tellement difficile à regarder en face, si vous voulez. Les dangers de guerre en Europe, par exemple. Et il y a une espèce d'évasion dans ces polémiques néo-gauchistes entre les tradis. Alors on remet les tradis, ça veut dire les tradis, contre les réacs, contre les progressistes, etc. Il faut remettre ces choses-là à leur place. Et je pense que l'hégémonie du gauchisme culturel commence à être battue en brèche. Par contre, il y a une polémique qui tourne en rond, d'une certaine façon, où c'est du punching ball. Alors, il y a toujours le Rassemblement national, le fascisme. Oui. Alors, le fascisme, on n'en peut plus. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que cette stérilité héréditaire, pourrait-on dire, dont on a hérité, est notamment fortement déterminée par ce rapport à la notion de fascisme et de répression, etc. Et je voulais citer un passage de Mai 68, l'héritage impossible, que j'ai trouvé très intéressant sur cette notion-là, justement. Vous écrivez « Le gauchisme post-68 art a vidé la notion du fascisme de toute signification politique, entretenu l'amalgame. Le qualificatif de fasciste permet de coller une étiquette facile à l'adversaire et de se situer toujours du bon côté dans les débats. On n'en finit pas de chasser le fascisme dans les têtes. La libération des esprits, surtout ceux des autres, est un combat sans fin. Au début des années 70, le thème du fascisme structure une représentation de la société française et une façon de raisonner ou de déraisonner dont la France des années 90 subit encore les effets. » Et on pourrait rajouter la France d'aujourd'hui. Oui, ça continue. L'antifascisme, compris comme une posture d'opposition constante envers une entité floue mais maléfique, omniprésente,
est un héritage, me semble-t-il, très vivant Oui, aujourd'hui. oui, mais le mot totalitaire aussi, à mon avis. Mais le fascisme, si vous voulez, ça fait partie de ces notions valises qui ne signifient plus rien. D'ailleurs, mais une déconstruction politique, si vous voulez, qui s'est opérée très, très tôt. C'est-à-dire, il faut partir du mouvement mussolinien, hein, avec un certain nombre de caractéristiques très précises. Mais déjà dans Libre enfant de Summerhill, qui était un livre de référence sur l'éducation En des 70. enfants, on parlait de fascisme, on disait que ça vienne du pape, des parents, etc., c'est du fascisme. Tout ce qui est hiérarchie, à la limite, mais c'est pas la limite, c'est tout ce qui est, je dirais presque un petit slogan de mai 68, tout ce qui n'est pas moi est un agent de domination à mon égard. Vous voyez, Oui. cette formule extraordinaire où l'individu roi. Mais à la limite, c'est fasciste. Le terme est totalement insignifiant. Mais je ferai attention aussi au mot totalitaire, si vous voulez. Parce que le totalitarisme, ça correspond à quelque chose historiquement de très précis du XXe siècle. Oui. Et on dit, dans certaines analyses, y compris de l'extrême droite, pas simplement de l'extrême gauche, la société démocratique est quasiment totalitaire. Elle est manipulée de bout en bout, il n'y a plus d'espace de liberté, on nous manipule, etc. C'est pas du totalitarisme, c'est une forme inédite historique d'une nouvelle tendance problématique des sociétés démocratiques. Moi, je ne raisonne pas en nouveau, comme s'il y avait un nouveau régime qui était arrivé. Il y a encore des restes du totalitarisme, et c'est ce que je vous disais, c'est des restes en morceaux, c'est des petits bouts. Il n'y a pas d'idéologie structurante. Le totalitarisme, c'était une idéologie extrêmement rigide. Il y avait le culte du chef. Aujourd'hui, ce n'est pas le culte du chef, c'est l'inverse. Oui. Dans le gauchisme, c'est l'inverse. Il y avait, en plus, comparé au SA, au SS, enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. On est en plein délire, si vous voulez. Mais par contre, on va mener des polémiques là-dessus. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a aucune consistance théorique, si vous voulez. On a affaire à quelque chose d'inédit dans le XXIe siècle, qui est pour moi, pour l'instant, une forme de décomposition. Ce n'est pas une... Le totalitarisme, c'est une alternative. Je dirais pas positive, mais quand même. Il y avait un mouvement de l'histoire, il y avait une dynamique historique. C'était un peu plus structuré il y avait idéologiquement, oui, bien sûr. C'était très structuré, avec des gens qui marchaient au pas. Prenez les manifestations, ils marchaient au pas, les chemises brunes, enfin, on rêve. Oui. Et je vais donner un exemple sur l'antifascisme aujourd'hui. C'est lors du meurtre d'un jeune antifasciste par un skinhead. Oui, il y a quelques décennies. Il y a Oui. bon, il y a quelques décennies, je n'ai pas la date exacte, qui maintenant qui est mort, un jeune militant qui est mort, qu'on célèbre d'ailleurs comme antifasciste, pour voir la différence par rapport à la guerre d'Espagne quand même, parce que là c'était l'antifascisme. L'affrontement entre skinhead et antifa a eu lieu autour d'un appartement où on vendait des vêtements de mode. Et les deux se rendaient au même appartement. Ils se sont rencontrés en bas. Moi, je veux bien que ça, si vous voulez, même par rapport à 68. 68, ça n'a pas de sens. On critiquait justement cette mode, on critiquait ce conformisme de la consommation. On est antifa avec à la fois, on va parler de la guerre d'Espagne, on va parler des meurtres, des SA, des SS, de n'importe quoi, et en même temps, on est totalement fasciné par la mode. Ou alors, on va poser dans le supplément du Monde, Oui. tout en étant contestataire, en jouant. Bien sûr. C'est des postures. Alors maintenant, c'est Angela Davis. Sauf que on fait de la publicité pour les chaussures, machin, etc. Voilà ce à quoi on a. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a je dis la bêtise est à gauche, mais elle peut être aussi à droite et à l'extrême droite. Bien sûr. En rejouant. Alors bien sûr, il y a du communisme dedans, bien sûr, il y a du totalitarisme, mais on a affaire à un phénomène de décomposition qui vient de l'intérieur des sociétés démocratiques. Vous voyez ? Et ce n'est pas du totalitarisme au sens propre. Non, ce qui m'intéresse, c'est que la notion de répression, à partir de 68, mais également aujourd'hui, est devenue un des signifiants les plus péjoratifs qui soient. Et répression de ses désirs au niveau individuel, ça arrive avec Marcuse, avec lecture particulière de Freud, etc. Répression politique. Ça, vous expliquez que la répression de 68 politique était assez féroce, mais quand même fantasmée du point de vue des jeunes, qui l'imaginaient comme étant totalitaire, fasciste, génocidaire ou que sais-je. Ça, c'est d'ailleurs un réflexe qui est très présent. C'est-à-dire que si la police fait ça, les manifestants interprètent ça.
C'est absolument. très frappant, ça. Bref. L'autre signifiant, et il me semble qu'avec les deux, ils forment une paire intéressante qui est euh, extraordinairement péjoratif aujourd'hui, c'est celui d'austérité. Ouais. Austérité en économie, alors que Jérôme Fourquet nous dirait qu'on vit dans une société stato-consumériste. On voit de l'austérité partout dès qu'on touche à un tout petit truc. Et austérité au niveau moral. Quelqu'un d'austère, c'est vraiment une des pires insultes qu'on puisse lui faire. Et donc, répression et austérité sont un peu en miroir inversé, l'inverse des deux choses qu'on trouve agréables aujourd'hui, que sont l'abondance de consommation et la permissivité dans les relations quotidiennes. Oui, oui, mais alors je pense qu'il y a une dimension qui est aussi nouvelle, qui est la dimension victimaire, Oui, qui est une dimension intéressant. qui est très différente. Alors là, pour la différence par rapport à l'époque, y compris les années 70, aujourd'hui, c'est une logique de mentalité victimaire, individualisme, ayant des droits et réclamant des droits et s'adressant à l'État. La grande différence, si vous voulez, par rapport aux années 60-70, c'est que c'était un mouvement autonome, avec beaucoup d'éléments critiques que j'ai critiqués, mais un mouvement autonome au sein de la société et qui considérait l'État comme à bannir, si vous voulez. Il ne s'adressait pas à l'État. Il faut abolir l'État, oui. C'était abolir l'État et c'était mettre en pratique ici et maintenant des expériences dites alternatives dans le domaine des mœurs, les communautés, etc. Sans l'État. Sans l'État. Au contraire, l'État, c'était l'agent de la domination. Vous prenez la question homosexuelle, par exemple, dont je parle dans mon livre, le phare, le Fonds d'action homosexuelle révolutionnaire, je cite des textes qui ne sont, excusez-moi, pas tristes quand même, hein, avec alors là, ça transgresse absolument tous les tabous, mais le mariage, c'est pas Oui, ils possible. n'iraient pas demander à l'État Ah de... non, on n'allait pas demander à l'État, on transgressait, si vous Oui, si on voulez. est on ne peut pas demander au père symbolique Voilà, de venir d'accord, valider. ça n'a pas de sens. Le mariage, c'était une vision bourgeoise, où vous alliez et avoir des enfants, etc. Ça n'avait pas de sens. C'était de C'est pour ça l'embourgeoisement. qu'il y a il y a à la fois des points communs et Ouais, des différences. intéressant. À l'époque, c'est ne me libère pas, je m'en charge. Ça, c'est une dimension, j'allais dire, autonome, vous voyez? Hmm. Alors qui peut mener à beaucoup d'impasses, hein. Je me libère tout seul, etc. L'héritage, j'en veux pas, c'est moi le roi. Mais qui, en même temps, montre une différence par rapport à un type de mentalité victimaire et de juridictionnalisation de tous les rapports sociaux, quoi. Hein, Et ce qui est les plaintes en justice, bien sûr. etc. Mais ça, c'est vrai que c'est passionnant parce qu'on a aujourd'hui, dans cette jeunesse contestataire, un rapport à l'État qui est fascinant, qui est à la fois encore agent de la domination parce qu'il Ouais. réprime, il est horrible, et en même temps guichetier, ou Ah ben, en termes psychanalytiques, on dirait mère dévorante qui nous donne tout, l'abondance, on rêve d'un revenu universel par exemple, alors que si vraiment on est purement en rupture avec une figure, on n'aurait pas idée d'ensuite d'aller quémander, de tendre le bras en disant je veux plus de droits, je veux que vous me garantissiez tel nouveau droit, etc. ouais, ouais, Et au moins, je dirais, la position de 68 avait une sorte de mérite de cohérence en disant on ne demande rien de l'État. cohérence euh, folle, mais que... Oui, cohérence. c'est ça, exactement. Bah oui, je veux dire, ça mène à l'impasse. Oui. Ça mène en même temps à l'impasse totale, puisqu'il faut dire, aucune société ne vit sans État, aucune société ne vit sans hiérarchie, aucune société ne vit sans normes dominantes. Mm. Je veux dire, ça n'existe pas. Aucune société, moi j'en connais pas, ne vit sans interdit, si vous voulez. Oui. Or, c'est vraiment ces fondamentaux qui sont d'une certaine façon en question. Et vous apercevez, sur les lois sociétales, pour moi, c'est tout à fait évident, hein. On veut Il y a- transgresser, oui. on passe. Alors à chaque fois, on transgresse, mais c'est une transgression institutionnalisée. Et on dit, vous inquiétez pas, on met des bornes. Les bornes sont sans cesse tranchées. Et quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Mais on fait comme s'il y en avait. Donc on met des limites dans quelque chose qui a été déjà transgressé, qui nous mène on ne sait pas où. Et le problème des élites politiques, d'une partie, pas toutes les élites, mais c'est ça. C'est que c'est la fuite en avant. Mm. Et avec une logique ou une forme de conformisme, on suit le mouvement. Il faut être moderne. J'y rajouterais la prégnance d'un petit milieu. Si vous êtes parisien, dans le milieu intellectuel, journaliste, politique, vous n'allez pas dire à vos amis que vous êtes contre la PMA, par exemple, Mm. ou la fin de vie, ou l'euthanasie, parce que c'est mal porté. C'est mal Mais vu. c'est vraiment dans un milieu petit, parce que Une formule qui est que vous très citez particulier. parfois, c'est il n'y a que des coups à prendre. Oui, alors ça, j'ai beaucoup de mes amis intellectuels. Vous pouvez les interroger, ils peuvent être très critiques sur un certain nombre de choses, mais dès que vous touchez à la question
culturel, enfin culturel des mœurs, et Sociétal, ouais. notamment sociétal, quel est l'intérêt? C'est secondaire. Ben, parce que là, vous ramassez des coups. Oui. C'est sur ce terrain-là. Enfin, je veux dire, cette question de la PMA, mais la GPA, où on dit, bon, on a du mal à l'aborder frontalement, il n'y a pas de point de vue net, il faut bien comprendre. Et puis surtout, il y a le chantage, la lutte contre les inégalités. Oui. C'est-à-dire que ça fait partie du combat dit du progrès. Vous situez la lutte pour de nouveaux droits, alors ça c'est quand même extraordinaire, sur des questions, on passe des questions économico-sociales du progrès à des progrès en termes sociétals qui tournent à l'anthropologie. Mais c'est pas de même nature. Eh bien, dans la modernisation, pour beaucoup de politiques, la modernité, c'est d'un seul et même mouvement qui part de l'économique, du social, des sciences, etc., et qui nous amène à l'anthropologie. C'est-à-dire on touche à des questions fondamentales où l'humanité a été structurée sexuellement depuis l'eau. Eh bien, c'est pas non, où est le problème? Je Au pense nom de l'égalité, on peut tout balayer. une des raisons pour ça, c'est aussi, un peu comme pour 68, sentiment de la part, cette fois-ci, des dirigeants, qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'histoire, et donc il faut une transgression symbolique en disant, moi j'ai été celui qui a lancé le débat sur telle loi sociétale, et donc mon quinquennat sera marqué par... On arrive à des points extraordinaires. Quand vous pensez que le président de la République a présenté sa loi, qui était à la fois l'euthanasie et le suicide assisté, enfin, c'était ça. Il a présenté comme enfin une loi, il a bien réfléchi, etc., qui nous permet de nous confronter à la mort. Mais, je veux dire, non, mais un président de la République, c'est la question de la mort qui hante enfin, les sociétés modernes. C'est une question anthropologique fondamentale qui structure la condition humaine. Et on vous dit, mais on a trouvé la bonne loi qui va nous permettre trouvé la d'affronter solution, sereinement. Mais c'est c'est démiurgique. ce qui me frappe, si vous voulez, aujourd'hui. C'est une forme... On ne veut pas voir des choses qui sont énormes. Pour moi, cette déclaration me paraît énorme. Hein, enfin, on a trouvé le bon regard sur la mort. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant. Alors que la littérature, la philosophie, la religion, eh ben non. C'est d'une arrogance Et extraordinaire. allons-y. Quand vous regardez les débats qui ont eu lieu sur parent 1, parent 2, oh là là, au moment de la PMA, comment on fait au mariage homosexuel, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a même des ministres qui n'arrivent pas à repérer comment on va les inscrire dans la généalogie. Vous voyez, on bricole. On bricole sur l'être humain. dans l'être humain, si vous voulez. Ben, le problème de l'être humain, c'est pas une pâte à modeler, si vous voulez. Hein. Mais alors, ce qui me frappe le plus, c'est l'inconscience ou l'insouciance apparente avec laquelle on traite ces problèmes. Il y a une légèreté extraordinaire. Non, mais là. Et là, c'est signe d'une déculturation, si vous voulez. Vrai. C'est signe d'une déculturation, y compris chez une partie du personnel politique. Ce qui, quand même, tout passe par des lois, etc. On bricole. Oui, en fait, ils sont enracinés dans seulement quelques décennies de culture et pas des siècles. Quoi. Je pense qu'il y a une rupture, quand même, dans la transmission, y compris dans la façon d'envisager les problèmes. Vous prenez les élites antérieures, y compris politiques, elles étaient formées. Il y avait deux choses. Il y avait à la fois ce qu'on appelait la culture générale, qui était avec une part importante de littérature. Quand vous regardez, par exemple, évidemment, Charles de Gaulle écrivait un peu dans la lignée, il voulait dans la lignée de Chateaubriand. Valéry Giscard d'Estaing, c'était Maupassant, si vous voulez. Hein. Et donc, qui était baigné dans la littérature française du 19e, etc. Vous aviez aussi l'histoire, et en même temps que cette culture générale, même Mitterrand. Oui. Par exemple, il y a une anecdote dans un livre de Rocard où Mitterrand attend d'être reçu dans l'appartement de Mitterrand. Rocard attend, il regarde et il y a plein de livres de littérature, d'histoire, etc. Il dit, mais je suis complètement sidéré, il n'y a pas un livre sur l'économie. C'est tout à fait parlant. Oui, c'est un autre monde. Tout à fait parlant, c'est un autre monde, si vous voulez. Oui, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est... donc, vous avez un regard nuancé et subtil, évidemment, mais quand même critique sur 68. Ah oui. Comment se fait-il que cette disposition soit si peu répandue dans le reste de votre génération? Je pense que c'est une dimension qui n'est pas simplement intellectuelle. C'est-à-dire, on dit, ah bah oui, mais parce qu'il pense à l'intérieur du marxisme, il reste attaché à une théorie. Je pense que c'est une dimension existentielle
où quand vous avez, il est très difficile de reconnaître si l'idéologie a structuré une identité, si vous voulez. Vous voyez. Et c'est comme un désaveu sur vous-même par rapport à ce que vous avez vécu. Il faut un certain courage pour casser ça, si vous voulez. Enfin bon, je sais pas. Et je pense que beaucoup, vous défendez votre image. C'est la défense d'une image quand même, parce que vous avez l'impression que si vous commencez à critiquer ce à quoi vous avez cru, eh bien il n'y aura plus rien. C'est un système de croyance. S'attaquer à la croyance, c'est pas la croyance, on peut dire qu'il y a des dimensions religieuses, mais avec des croyances qui vous ont fasciné, qui vous ont façonné aussi. C'est votre identité qui est en cause. À ce moment-là, c'est votre image. Mais même 55 ans plus tard, c'est ça Oui, qui est absolument. extraordinaire. Bah parce que, je veux dire, vous n'avez pas retravaillé. Moi, quand je suis sorti du gauchisme, il y a un retravail intellectuel qui a été très enfin bon, oui, je me suis remis à relire un certain nombre de grands auteurs. J'ai redécouvert Aron, j'ai redécouvert Ça, c'était Arendt. vers quel âge à peu Vers la près? fin, ben, ça a commencé, si vous voulez, j'ai terminé vers... moi, je suis resté longtemps dans le gauchisme, à la fin des années 70-80, où j'ai repris mes études avec un thème qui s'appelait la critique antitotalitaire, avec mon ancien professeur à l'université de Caen, qui était Claude Lefort. Et j'ai relu, et à partir de là, c'est par l'antitotalitarisme, mais ça suppose un travail de relecture. Ça suppose, c'est pas simplement... on passe à autre chose. Bon, bah maintenant, j'étais un jeune con, je passe à autre chose. Enfin, il y en a qui ont fait ça, si vous voulez. Oui. Ou alors, non, c'est pas vrai, ils veulent rester adolescents toute leur vie. C'est-à-dire, ils arrivent à 70 balais, tout est encore ouvert sur tous les possibles. Ils n'ont pas encore choisi une voie dans la finitude pour se construire. Oui. C'est ça, Le la syndrome mentalité. de Peter Pan, on a parlé avec Pierre-Henri Tavoyot. Peter Pan, c'est tout en grec. Ouais. Il peut encore tout devenir, et donc il est éternellement enfant. Oui, Il refuse mais de là, choisir. et ou alors vous avez les motards chevelus Oui. à 70 ans sur les bécanes. Bon, c'était posture, ça peut faire partie des Oui. loisirs, si vous voulez. Mais ça montre une difficulté à accepter aussi excusez-moi, il y a un truc, on était des jeunes cons. Non, mais c'est vrai, admettre cette dimension-là. Alors vous avez des universitaires qui vont dire, mais moi, je pas du tout. Évidemment, ils ont choisi d'être profs, enfin, des professeurs à un moment historique. Ben, je ne vais pas critiquer leur choix. Après tout, chacun a un parcours de vie différent. Mais vous ne pouvez pas simplement condamner les gauchistes en disant c'est toujours, il a été ceci, c'est insupportable, sans voir le choix de vie qui allait avec. Eh bien, je conçois tout à fait, mais ce n'était pas mon cas. Dans ce moment historique, pour moi, être enseignant était impossible. Mais je conçois tout à fait que d'autres aient choisi la voie de carrière universitaire. Mais simplement, quand ils reviennent sur cette période-là, qui disent mais moi je n'ai jamais trempé dans ces choses-là. Ce n'est pas simplement une question d'idée, c'est une question aussi d'engagement dans le réel, si vous voulez, avec ces dimensions. Si vous engagez dans rien, vous avez les mains propres, mais vous n'avez pas de mains. Oui. Bon, c'est un peu ça. Vous voyez, et je pense que beaucoup de gens de ma génération, mais on va rassurer les nouvelles générations, les baby-boomers sont en train de disparaître, moi aussi, donc ils n'auront plus de bouc émissaire pour dire c'est de leur faute. On est ravis de vous avoir invité à temps. mais ils ne pourront plus dire mais c'est de leur faute, parce que c'est la logique victimaire et du bouc émissaire. Du ressentiment, oui, bien sûr. Et on ne comprend rien à la dimension historique telle qu'elle s'est déroulée sur une trentaine d'années. C'est pas grave, on dénonce et c'est lui le coupable. C'est ça, y compris dans les contestataires aujourd'hui, qui disent nous on n'est pas, y compris dans la droite ou l'extrême droite, qui disent c'est allez 68 heures. Et écoutez, qu'est-ce qu'elle demande? Beaucoup de ceux qui critiquent les 68 heures, ils sont dans les médias, ils sont connus, c'est des journalistes connus, ils n'arrêtent pas. Alors vous me parlez des 68 heures arrêt sur image, mais de l'autre côté, ceux qui les critiquent, il y en a que je trouve un peu pathétiques, si vous voulez. D'accord. Et est-ce qu'il y a donc vous avez parlé du fait que déjà, à la différence, je pense, une bonne part des étudiants d'aujourd'hui, autour de votre vingtaine, vous lisiez comme un fou, en quantité très impressionnante. Oui, on lisait beaucoup. Est-ce que dans vos revirements, vos évolutions par la suite, il y a un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt, et il y a eu un livre qui peut-être aurait pu changer les choses si vous l'aviez lu? Bah, il y en a deux. C'est les avez Hannah ici. Arendt, Le système totalitaire, qui était un livre très important. Enfin, il y a aussi La condition humaine, mais c'est un livre, si vous voulez, qui m'a permis de comprendre les mécanismes du totalitarisme
et qui donne une définition assez concise de Oui, ça. Puis il y a un deuxième livre qui compte aussi beaucoup, c'est L'opium des intellectuels de Raymond Aron, qui, à mon avis, est très intéressant, puisque il y a beaucoup de choses qui sont dites qui concernent la période de la guerre froide des intellectuels, mais des mécanismes de croyance. Et notamment, il parle déjà avant-guerre de l'alliance entre la bohème et le léninisme à hmm, travers les surréalismes. Et d'une certaine façon, mai 68, dans le moment même, c'est cette alliance paradoxale, ouais. avec un malentendu fondamental entre la révolution bolchevique et le surréalisme, qui a une dimension existentielle, poétique, où l'artiste révolté se lie ou fait une alliance avec le militant léniniste totalitaire. Ces deux alliances, si vous voulez, et ça, vous le trouvez Chez Aaron. chez Aron, dans l'opium des intellectuels, que je trouve c'est un livre formidable. Enfin, il y en aurait beaucoup d'autres, mais c'est vraiment, ces deux livres m'ont profondément marqué et m'ont permis de se dégager, si vous voulez, de me dégager de ce système d'engagement totalitaire dans lequel j'ai baigné, Et vous avec lisez. le gauchisme culturel. Mais le gauchisme culturel, moi j'étais plutôt du genre, si vous voulez, dans le gauchisme militant, plutôt révolutionnaire classique. D'accord. Et vous les avez lus vers quel âge, ces ouvrages? Oh, je les ai lus, ça a commencé fin 70, années 80. Parce D'accord. que je vous signale que le système totalitaire, il est paru au début des années 70. Hannah Arendt n'était pas encore très connue. Oui, Raymond Aron était déconsidéré globalement. oui, Et Hannah Arendt, alors après, dès la crise du marxisme, c'est-à-dire à la seconde moitié des années 70, si vous voulez, fin 70-80, et c'est là où où j'ai commencé à reprendre mes études avec un thème, le concept de totalitarisme. Vous voyez, qui m'a et c'est tout un travail qui permet à la fois, qui est sur le plan intellectuel, hein, sur le plan de y compris à l'université, mais qui en même temps vous permet de prendre ce recul réflexif et critique sur vous-même. mm. Et c'est amusant parce on a reçu ici, d'ailleurs, en tant que premier invité, Marcel Gaucher, et une façon de refaire un peu la, de défaire la rupture générationnelle, c'était chacun qui disait beaucoup de mal de sa génération. Ouais. Plutôt que l'un qui accusait l'autre, chacun disait oui, bah, la mienne a tel défaut, la mienne a tel défaut, etc. Et je trouvais ça amusant, paradoxalement, comme façon de refaire le lien. Mais la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que ça a été très important pour vous de lire, et en quoi est-ce que c'est important pour ma génération de garder cette culture et de garder cette lecture? Ah, moi, j'ai baigné, si vous voulez, très tôt dans le secondaire, dans la littérature, et il y avait les humanités étaient encore présentes, et il y avait des manuels, La Gare des Michards, qui ont été, qui prenaient les grands textes et les grands auteurs, vous voyez, avec depuis le Moyen Âge, en littérature, avec des extraits de textes, et on travaillait vraiment dessus. Ça vous donne un socle, si vous voulez, où l'approche, la littérature est très importante. Alors après, ça a été la philosophie. Je vous signale que ceux qui faisaient des études scientifiques, il y avait aussi la philosophie. Oui, Ça comptait beaucoup, oui, si bien vous sûr, c'est voulez, très hein. différent, oui. Ah oui, oui. Donc, je pense que ça structure à la fois un monde intérieur et ça structure un rapport au monde. C'est-à-dire votre dialogue intérieur, une intériorité, si vous voulez, est nourri par la culture, au sens des œuvres, pas au sens de la culture, la spontanéité subjective. Vous voyez, tout est mélangé. C'est les œuvres qui nourrissent. Alors, il y a la religion avant aussi qui nourrit, hein, ce dialogue intérieur quand même. Mais vous avez cette littérature. Et d'une certaine façon, votre rapport au monde et aux autres, il baigne dans ce creuset culturel qui vous a façonné. Et je dirais que même les hommes politiques ou les grands hommes politiques ou les grands militaires ou les officiers ont baigné dans ce monde. Mm. Aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette dimension culturelle, on ne la voit pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'individualité cognitive. Il n'y a pas la médiation par les œuvres. C'est uniquement une histoire de cerveau, de neurones. Alors ça existe, je ne vais pas de façon très matérialiste, vulgaire, j'allais dire, vous voyez? Oui, le quotient intellectuel, par exemple. Ah oui, Ouais. alors le quotient, mais aussi le cognitif. Alors évidemment, c'est des sciences qui existent, ou alors on passe par des outils pour développer ses connaissances, Oui. pour développer la communication. Or, si vous voulez, ce que donne la culture générale,
générale, c'est qu'elle donne des compétences par surcroît, mais elle ne les cherche pas directement. C'est ça la C'est question. indirect. C'est indirect, c'est des effets indirects. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On centre tout sur la recherche des compétences et de l'opérationnalité, de la performance. C'est Et vrai. aujourd'hui, on en arrive à décrire l'être humain en termes de cognition. Et alors, ça, encore une fois, il y a la science cognitive, je ne vais pas leur mettre. Mais c'est des erreurs, j'ai plus le terme exact. Quand vous vous mettez à dire des bêtises, c'est des trucs de la cognition qui ne marchent pas. Mais vous dites des conneries parce que vous êtes inculte. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil. Si Bien vous sûr, bien voulez. sûr. Et ça, c'est un élément qui me frappe beaucoup dans le contexte actuel, si vous voulez, des jeunes générations. Or, si vous n'êtes pas nourri par cette médiation fondamentale de la lecture et de la culture, qui fabrique aussi un imaginaire, mais qui vous façonne aussi moralement dans la vision que vous avez du monde, bah, vous êtes dans un rapport aplati, adaptatif, où la mode et les conformismes Oui. pénètrent. Et si vous n'avez plus ça, eh bien, c'est rempli par d'autres, par des dessins animés, par des jeux vidéo, par du paganisme banalisé, une sous-culture, vous voyez, où on retrouve des mythes anciens en morceaux, et la cérémonie Oui, oui, oui. d'ouverture, où on a tout cet émiettement de n'importe quoi, je veux dire, ça bouge, et avec le règne de l'image. Ça, c'est un point important par rapport à la lecture. Parce que face à un texte, vous êtes dans un univers de signification qui a sa propre densité. Et il faut vous décentrer Oui. par rapport à cet univers de signification pour rentrer dedans. Si vous Alors que voulez. l'écran est un miroir aussi. Alors que l'écran, vous collez à l'image. L'image, elle vous colle, si vous voulez. Et vous êtes dans un rapport qui n'est pas du tout le même, à la fois de proximité. Je pense que la lecture, c'est la proximité familière avec le monde, d'une certaine façon, qui le rend humain et qui le rend familier. Enfin, c'est comme ça que, j'allais dire, on a été, ma génération, qui était des héritiers, des rebelles, mais des héritiers quand même. On a été quand même encore marqués. Enfin, j'ai été personnellement marqué. Ce qui fait que, je vais vous dire, quand vous connaissez l'échec, parce que je ne connais pas de parcours de vie qui ne connaissent pas l'échec. Enfin, on avait Bernard Tapie qui était qui n'a jamais connu l'échec, ou alors des gens qui ne se sont jamais trompés. Ils ont déjà tout vu avant. Ils étaient déjà grands quand ils étaient petits, si vous voulez. C'est un peu ça. Eh bien, quand vous connaissez l'échec, et j'ai connu l'échec qui n'était pas simplement un échec intellectuel, qui est un échec existentiel de l'impasse dans laquelle vous allez. Eh bien, vous me parliez des suicides, c'est pas simplement j'ai eu aussi des camarades, comme on disait à l'époque, qui se sont retrouvés face à l'échec de leur engagement. Et qu'est-ce qui fait que vous rebondissez ou pas à ce moment-là? Vous voyez, qu'est-ce qui fait que certains vont refuser d'affronter ça parce que c'est leur identité existentielle, ils vont perdre leur image. C'est pas possible, même si, non, bon, d'accord, j'ai fait des conneries, mais en même temps, il faut bien comprendre que, etc. Bon, ils n'affrontent pas. Oui. Qu'est-ce qui fait que certains n'affrontent pas, ou d'autres vont terminer dans la maladie, dans l'alcoolisme, dans la drogue, etc. Après avoir cherché l'impossible intensité du temps, etc. Bon, qu'est-ce qui fait que vous rebondissez? Eh bien, c'est cette culture première. Qui permet de voir le temps long déjà. Voilà, qui fait, ça remonte à loin, si vous voulez. Et c'est aussi le tissu éducatif dans lequel vous avez été élevé. Et le christianisme, pour moi, a beaucoup compté, si vous voulez. Que je le veuille ou non, mais c'est comme ça. Et donc, avec un sentiment d'examen de soi, je ne dirais pas de culpabilité, oui, de culpabilité, mais pas morbide, Oui, oui, oui. de responsabilité aussi. Et donc, ce qui fait que des gens rebondissent alors que d'autres s'effondrent. C'est la Pour moi, lecture. c'est se creuser premier. Et j'ai vu le même problème à propos du management. On découvre aujourd'hui, par des multiples, que le management, c'est quand même pas, c'est quand même un peu, certains outils, c'est quand même un peu délirant, si vous voulez. J'ai écrit Les illusions du management il y a très longtemps, où je m'intéressais aux modes, aux outils de développement personnel. Alors là, écoutez, je m'aperçois que ça n'a pas beaucoup changé. Les modes ont changé, mais la structure est pareille. Et j'ai eu affaire à des managers. Qu'est-ce qui faisait la différence de qualité des managers? Quand je faisais une enquête, j'en ai interviewé beaucoup. C'était pas qu'ils étaient plus compétents au sens des outils. C'était qu'ils avaient une façon de diriger les hommes en entreprise qui était liée à toute une culture, à une culture première.
pas simplement la formation, des stages de management avec des objectifs, sous-objectifs, parcours personnalisé, Process. l'important c'est d'aller de l'avant, Ouais. il faut être motivé, la motivation, tous ces espèces de schémas que je me suis, enfin pas amusé, mais que j'ai critiqué dès les années 80-90, si vous voulez, hein. Et là, j'avais vu la différence. Mais je pense que, si vous me posez la question par rapport au parcours de vie, les parcours de vie avec une dimension intellectuelle, mais aussi avec une dimension de chair, d'engagement, si vous Oui. voulez, dans la société, dans un environnement. Pourquoi je parle de récit? C'est parce que ce que je tiens à faire, et je pense que c'est très important dans la transmission de l'héritage, c'est lier une exigence théorique critique serrée, c'est-à-dire argumentée sur les idéologies, avec des parcours de vie qui sont un peu les deux en même temps, si vous voulez. Et ce que j'essaie de faire, c'est essayer de montrer comment des idéologies folles, totalitaires, pouvaient s'articuler à une sorte d'anthropologie adolescente. Et qu'on ne peut pas simplement lire les choses d'un pur point de vue intellectualiste ou de l'université, comme si nous étions des êtres désincarnés dans le domaine des idées. Le point commun entre l'anthropologie adolescente, le monde totalitaire et le management, c'est cette idée que tout est possible. Il y a une sorte de Oui, oui, constructivisme absolument, latent, une absolument, absence de la limite. Et absolument. on a reçu ici Juliette Funès, qui, elle, suit de très près ce monde-là, et elle ne donne pas le sentiment que les choses se soient améliorées dans le monde du management. J'ai regardé, j'ai dit, tiens, on On est- redécouvre des choses qui, à mon avis, le grand tournant, enfin bon, là, je pourrais aussi beaucoup développer sur le management et la formation, puisque j'ai travaillé. il faudrait qu'on fasse une autre émission à Ouais. part entière sur ça. On va arrêter, mais j'ai travaillé beaucoup sur ces points-là, et comme vous dites, je pense qu'il y a une structure, les contenus des outils managériaux peuvent évoluer, mais la structure de base reste la même, si vous voulez. Et c'est toujours le mythe de ce que j'ai appelé la performance sans faille. Oui, C'est ça. exactement. Et donc on se dope pour l'atteindre. Voilà, tout ce qui et est on se le- dope et on est dans une concurrence sans cesse en cherchant la performance. Et on finit par vivre à la surface de soi-même, si vous voulez, avec une forme de fuite en avant constant et d'activisme managérial qui fait que les relations humaines se détériorent. Beaucoup de managers sont odieux par inadvertance. Ce n'est pas simplement, vous voyez, Oui, c'est drôle. parce qu'ils sont pris dans cet activisme. Enfin, ça, je pourrais longuement vous en parler. Est-ce que vous savez quel est le dernier mot de cet ouvrage? Non. Transmission. Oui, oui, oui. C'est oui, c'est une très belle phrase. reprendre un nouveau frais. Pour affronter les nouveaux défis du XXIe siècle, il est temps de renouer le fil de la transmission. Et Voilà. ça, on ne peut que plus soyer ici sur Transmission. Merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff Merci à pour vous. votre disponibilité. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Ce serait le bon moment pour s'abonner et également pour faire découvrir un de vos proches Transmission qui certainement pourrait apprécier si vous appréciez. Et ainsi vous aiderez la chaîne à grandir et à recevoir toujours plus de nouveaux Jean-Pierre Le Goff de ce monde. Merci infiniment pour ceux qui nous écoutent et merci à Jean-Pierre Le Goff pour Merci. sa disponibilité.